Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle jeux de société, je suis comme toujours avec Cestério. Salut. Et on a fait, il y a vraiment pas longtemps, le bilan de l'année dernière, donc on attaque 2022 ce coup-ci. Ouais, 2022. On change pas le programme habituel, alors le très vite, à quoi as-tu joué ces derniers temps, Cestério ? Alors à quoi j'ai joué ? En fait c'était pas mal des jeux finalement toujours de 2021 qui ont, avec Noël, etc., les cadeaux, les choses qui sont arrivées, du coup qu'on en parle maintenant en 2022. Alors il date quand même un petit peu plus, qui est sorti en anglais bien longtemps avant, c'est Blitzkrieg. C'est un petit jeu à deux qui est sur un fond de guerre mondiale. Alors le thème peut faire peur ou peut faire fuir même, mais en fait il est plutôt bien amené, donc ça va être un peu un jeu de tir à la corde. On va avoir c'est un peu du backbuilding, mais pas tant que ça, mais on va avoir quand même un sac, on va tirer des jetons, et on va pouvoir aller sur certains champs, on va dire, avancer, et puis essayer de gagner certains terrains d'action, terrains de guerre. Et il est vraiment très intéressant. Les parties sont très rapides, c'est ce qu'ils disent, une guerre mondiale en 20 minutes. Et le seul petit bémol que j'aurais sur le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de chance. En fait, quand même, parce qu'on a des jetons, par exemple, qui valent 3, des jetons qui valent 1. Si l'adversaire, tous ses jetons 3 sortent, et que nous, on a que les 1, on peut pas vraiment contrer. Le tir à la corde, du coup, il est un peu... Après, ça s'équilibre pas, parce que si toi t'as pioché tes 3, c'est-à-dire que l'autre, après tu vas pouvoir piocher que tes 1, quoi. Des fois, j'ai vraiment pas eu de chance et j'ai pas eu le temps d'aller jusque que ça s'équilibre. Ah, d'accord, ok. Après, c'est peut-être moi qui ai mal joué aussi, parce que des fois... Parce que c'est une guerre éclair, et donc tu as perdu avant que... Mais des fois, en fait, j'ai pas encore vraiment maîtrisé la stratégie. Peut-être que... Est-ce que c'est mieux de faire vraiment un tir à la corde et d'empêcher l'autre d'avancer sur son champ, sur le champ dans lequel il va? Ou est-ce que on est plutôt, nous, à faire chacun de notre côté? Et comme on fait chacun de notre côté, peut-être que là, ça s'équilibre pas, parce que du coup, quelqu'un va gagner un des terrains, et puis l'autre, comme on a eu des petits jetons, finalement, on n'y arrive pas non plus. Mais en tout cas, ça appelle à chaque fois à la revanche. Donc, parce que comme c'est des parties rapides, c'est pas très grave, justement, si ce coup-là, on a eu moins de chance, on perd. Mais non, franchement, il est vraiment intéressant, et faut vraiment passer le thème, parce que le jeu est vraiment sympa. Je vais parler maintenant plutôt des jeux que toi tu ne joues pas, donc des jeux un peu escape. Donc j'ai testé le dernier Unlock, le Unlock Games Adventure. Dans l'univers des jeux de société. Celui dans l'univers des jeux de société, donc avec un scénario Mysterium, un scénario Aventurier du Rail et un scénario Pandémique. Toujours fan de la licence de Unlock. Les 3 scénarios sont vraiment intéressants. J'ai beaucoup aimé le Pandémique, il est un peu plus long, mais je trouve que c'est vraiment bien rendu au niveau de l'impression de jouer à Pandémique, mais vraiment dans l'univers d'Unlock. Et j'ai beaucoup aimé ce scénario, donc allez-y si vous êtes fan du genre. Et j'ai testé aussi les Exit Puzzle. Donc moi j'aime bien la gamme Exit en escape, et là ils ont sorti les Escape Puzzle. Donc moi je suis pas trop adepte de puzzle, mais je m'y suis mis un peu parce qu'il y avait des Escape Puzzle de chez Ravensburger qui étaient sortis, où là c'est des plus grands puzzles, ils font 379 pièces. Et les énigmes sont à la fin, une fois qu'on a fait le puzzle. Là, moi, je les trouve plus intéressants, parce que ils sont plus... L'autre, c'est plus puzzle avec un peu d'énigmes. Là, c'est vraiment, on retrouve toute l'essence d'Exit avec le support des puzzles. Donc, il y a 4 plus petits puzzles, ils font 88 pièces. Et à chaque fois, ils sont un support pour pouvoir faire les énigmes à la Exit. Et donc, je les ai trouvés vraiment très intéressants. J'ai fait les 2, le Temple perdu et le Phare solitaire. Et normalement, il y a un débutant, un expert. Je trouve que je trouve que dans la gamme Exit, on est plus guidé dans le débutant, mais les énigmes sont je trouve pas beaucoup plus dures, en fait. Mais par contre, c'est mieux guidé. Mais en tout cas, voilà, les 2, je les ai vraiment adorés. Donc j'espère qu'ils en feront d'autres. C'est accessible à quel âge, ça ? Les Exit, c'est difficile à dire, parce que être capable de faire les énigmes, ça, j'aurais du mal à situer. Parce qu'en plus, plus on en fait, c'est vrai que le fait que moi je connais un peu la gamme Exit, et donc là par exemple même dans l'Exit Puzzle, je me dis ils ont dû faire ça parce que ils essayent de trouver des petites choses et tout, donc mais c'est vrai que la première fois, je pense que sur un Exit, on est vite perdu, et le deuxième on fait on pense mieux à ce que les auteurs ont pu mettre en place.
Donc voilà pour un peu les escapes. Est-ce que t'es toujours pas tenté par ce type de... Non, moi c'est pas ma cam, ça me... Mais je pense que tu devrais, si t'as l'occasion Ça me d'essayer tente le pas. Unlock Pandemic par exemple, je pense que ça serait intéressant. Mais en plus ça se fait à 2 surtout. Bah il y en a qui... Ouais. Moi, nous on fait à 2. Après, je pense que 3, ça passe. Après, je trouve les unlock, les cartes sont petites, donc plus on est, plus on... C'est que ça, il y a beaucoup de choses que ça réunit pas pour moi, parce que c'est pas mon style de jeu, j'ai jamais accroché beaucoup. Je joue pas à 1, et quand je joue à 1, j'en profite pour faire des gros jeux. Je joue pas du tout à 2, jamais. Et en fait, si on est 3, bah j'ai plein d'autres jeux que je préfère. Ouais. Mais non, enfin, je trouve que ça dure 1 heure. C'est vraiment une autre type, et c'est quand même coopératif, donc on réfléchit ensemble pour résoudre les énigmes, mais je pense que à tester quand même. C'est l'argument qui pourrait me convaincre. Voilà. J'essaye. Ensuite, je vais rester sur un petit jeu. Enfin, j'ai parlé des escapes. Donc, c'est Red Panda. Il date un petit peu déjà. Mais en fait, j'avais entendu parler, mais là, j'ai cédé à la tentation, enfin. Et en fait, le jeu est vraiment... Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment le petit jeu basé un peu sur la chance. Hein. C'est un peu comme une bataille, c'est-à-dire qu'on a les cartes face cachée. On va retourner sa carte et on va l'attribuer à une des 5 couleurs. Donc, nous, on sait pas à l'avance ce qu'on va avoir, donc on sait pas ce qu'on va jouer. Si on met 3 fois notre carte, c'est la 3e de la même couleur, on prend des pénalités parce qu'on fait un kata répétitif, parce qu'on doit faire un spectacle d'arts martiaux. Et si par contre on met la 5e couleur, là on fait un kata parfait, et là du coup on peut enlever ses pénalités ou rejouer. Et le but c'est de se défausser de ses cartes, mais comme on sait pas, voilà, donc il y a beaucoup de chance, hein, c'est un jeu, mais on sait à quoi on joue. Mais c'est marrant parce que chaque carte, chaque couleur a un petit pouvoir. Donc quand on va poser sa carte, des fois on va pouvoir rejouer, on va pouvoir regarder la carte d'après, on va pouvoir donner une carte à l'adversaire, donc on va pouvoir un petit peu essayer de contrer l'autre sans s'embêter. Donc moi, il est très facile à sortir. En plus, faut le dire, le packaging est vraiment génial. Il est dans une petite housse. C'est celui-là qui est dans oui. une trousse là. Ouais. Donc pour transporter, c'est génial. Donc c'est le petit jeu, on peut sortir partout Et c'est que 2 joueurs. Ah non, on peut jouer. Alors là, tu me poses une colle. Alors c'est au moins 4. Est-ce que ça va jusqu'à 5 là? Je ne saurais pas dire. Ok. Mais franchement, c'est le petit jeu facile à sortir. Les parties, c'est 10 minutes. Voilà. Puis il est mignon. Donc non, je regrette pas et je le conseille même. Je vais partir sur un gros jeu par contre, là cette fois, c'est Cora. On devait en parler la dernière fois et puis on n'a pas eu le temps. Donc un jeu, je sais pas si on appelle ça un jeu de civilisation, non? Pas trop? Si, un peu, ouais. On va acquérir, on va avoir des actions avec des dés qu'on va lancer, mais finalement les dés, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est pas vraiment du hasard parce qu'on peut contrôler ces dés, parce qu'on a des citoyens pour modifier la valeur de ces dés. Et moi, j'ai jamais été gênée dans toutes les parties que j'ai fait. Ouais. Donc, on peut pas dire que c'est un jeu de dés, c'est pas vraiment un jeu de chance. Donc sur ça, que les gens peuvent se rassurer, du coup, même si c'est des dés, en fait, c'est pas ça le cœur du jeu. Et on va faire ces actions, on va pouvoir augmenter sur des pistes, faire de la guerre, etc., pour obtenir des jetons d'influence. Voilà, on va pouvoir aller comme ça sur plusieurs pistes, essayer de gagner sur plusieurs, thème, on va dire. Tableau, ouais. Et donc voilà, j'ai trouvé très intéressant. Moi, c'est un jeu, j'ai vraiment apprécié dès ma première partie. Après, il reste classique, il révolutionne rien, mais tout marche bien et il est bien fait. Il faut que je rejoue. Parce que je me rappelle pas bien comment... sûrement j'ai joué avec toi, c'est toi qui as gagné, j'imagine. Je crois que c'est moi qui ai gagné, mais on a joué avec Agmen aussi. Mais je me rappelle que, première partie, et je me rappelle que j'avais l'impression de faire, ça s'est pas mal passé, et ça se prend en main facilement, etc., quoi. On peut toujours faire quelque chose, il est fluide, franchement, non, c'est un bon jeu. J'ai plutôt un bon souvenir, ouais. Donc, très bon jeu. Moi, le petit mal que j'avais, c'était sur l'asymétrie. Mais comme on maîtrise pas assez le jeu, mais j'avais l'impression qu'il y avait il y avait un peuple qui était plus puissant. Il y avait des peuples qui avaient l'air un peu plus facile à jouer, mais comme on dit, on connaît pas assez le jeu et peut-être qu'en fait, il faut savoir le jouer pour voir ce qu'il apporte. Mais voilà. Mais en tout cas, sinon, très bon jeu. Qui coche à peu près toutes les cases. Il faut que j'y rejoue, clairement, ouais. Et je crois que c'est bon pour moi. Hein. Okay. Petit très vite pour une fois. Ouais, on va réussir à faire des très vite qui vont vite. Incroyable. Le mien, il va être rapide aussi. Alors, à quoi j'ai joué, moi, depuis la dernière fois? On va commencer par enfin. Enfin, on a commencé les campagnes de The Crew 2, Mission sous-marine. Donc ça, on en avait parlé dans le podcast qui va être du coup le dernier, qui était le bilan de 2021. C'était une petite déception puisque moi je l'avais acheté dès sa sortie et en fait on n'y avait pas joué. Et puis là, on l'a commencé, pour tout dire, hier.
Et du coup, au bout de 4 campagnes, enfin 4, comment on appelle ça, 4 missions, La 4e, ouais. ouais, on a commencé la 1, la 2 en mode super facile. Un tour de jeu, on a la mission et c'est fini. Ouais, c'est ça, on gagne avec la première carte. Peut-être on est trop peut-être on a trop joué au premier, c'est facile. Et puis on s'est pris la mission 4 dans les dents 3 fois. Et là, on a bien vu que le dosage de la difficulté, c'était différent quand même. Hein. Donc voilà. Après, qu'en dire de plus? C'est pas une révolution du tout par rapport au premier. C'est plus simple. T'as plus les notions de premier pli, deuxième pli. Mais il y en a peut-être des missions comme ça. Oui, mais t'as plus les petits bibelots, les petits machins en carton qui disent oui. celui-là tu dois le faire en premier, celui-là tu dois le faire en troisième. Oui. Tout se passe sur les cartes missions maintenant. Sinon, le matériel a pas beaucoup évolué. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils augmentent un peu la qualité des cartes, qui était un peu le défaut du premier, et j'ai l'impression que ça va être pareil sur celui-là. Mais ouais, je pense que voilà, on retrouve The Crew, on continue. Et moi, ça va plus. Moi, je pense que justement, ça me plaît plus parce que justement, il y avait des missions, voilà, on les faisait, on savait qu'en 3 tours de jeu, c'était fini. Et là, tout de suite, il y a de l'intérêt, je trouve, plus rapidement. Parce qu'on s'est vite cassé les dents. Ouais, parce que du coup, je trouve même les missions étaient plus intéressantes dès le début, quoi. Par rapport aux doubles missions ou des choses comme ça. T'as pu dans le premier, t'as quasiment que des missions sur le nombre de plis que tu fais. Ou faire en dernier, faire en premier, et là on a mis des objectifs type quand typiquement on a eu l'objectif qui est de gagner le 7 avec un atout par exemple. Ouais, ou non, gagner le 2 avec un ou gagner le 7 avec un 2, je sais plus. non, je pensais gagner un pli avec un 2. Ouais, ne pas gagner de pli avec un atout. Quand t'as un atout dans ta main, forcément si t'es le capitaine, tu peux pas le faire, mais quand t'as un atout dans ta main, c'est direct, c'est un peu plus difficile. Donc je trouve que ils ont plus réfléchi aux missions. Donc à mon avis, ça va être cool. Ouais. Et, surtout, je suis enfin content qu'on l'ait commencé. Sinon, rapidement, du côté des jeux de mots, je peux en parler de 2. Alors, je dis toujours que je joue pas aux jeux de mots, mais là, on a testé So Clover. Oui. Donc, un jeu de mots où, en gros, à partir de chacun alors, comment on va décrire ça? Une espèce de petites fiches carrées sur lesquelles il y a 4 mots qu'on met côte à côte, et ça nous donne 4 paires de mots. Et on va trouver un mot qui relie donc chacun des mots d'une paire. Je sais pas si je suis hyper clair, mais l'idée c'est ça. On fait ça, on enlève les fiches avec les mots, on laisse que les mots qu'on a écrits nous, et nos partenaires, puisque c'est un collaboratif, doivent retrouver quelle fiche on a, quels sont les mots qui nous ont menés à ce mot-là, quoi. Là, ils vont devoir faire un puzzle de mots finalement. Il va falloir qu'ils remettent les cartes face aux bons mots. Et c'est pas mal, ça marche. Après, moi, je le trouve pas particulièrement fun. En soi, ouais, enfin, on comparera après avec un autre, mais je dirais bien sans plus, en fait, quelque part. Et notamment, par exemple, si vous jouez à 3, donc il y a celui qui écrit les mots, les autres vont deviner. Alors, on écrit tous les mots en même temps, donc il n'y a pas trop de temps mort, ça va. Et les autres vont deviner, mais en fait, c'est pareil, quoi. S'il y en a un qui prend le lead sur le fait de deviner en disant « Ah, ça, on met ça là, ça, on met ça là », c'est assez facile que l'autre dise « Bah, vas-y, m'écoute pas », ou etc., quoi. C'est vrai. Donc voilà. Et puis, après, c'est le cas de beaucoup de jeux de mots où on se fout un peu du scoring. Là, je trouve que pour le coup, c'est quand même vraiment marqué, quoi. Ah oui, là, on joue juste pour faire les associations. Le comptage de points, il est vraiment limite bancal, donc... c'est le genre de jeu, je regarde même pas le scoring, quoi. Ouais, mais tu vois, dans un Just One, par exemple, où tu dois faire 13 cartes, et il y a les cartes que tu gagnes, les cartes que tu perds, les cartes que tu passes, ils te disent même pas, en fait. Enfin, quelque part, tu vois, nous, au début de partie, on se fixe notre propre objectif, on dit, bah voilà, c'est 13, il faut qu'on en ait réussi 7, un truc comme ça. Et pour se dire pour gagner, mais là, c'est même pas, parce qu'en fait, toutes les parties qu'on fait, de toute façon, on fait le même score à chaque fois. Donc, ouais, de toute façon, là, tu joues pour jouer, en fait, c'est juste vraiment... Ouais. Mais du coup, je trouve ça un petit peu dommage, moi. Bah moi, j'étais étonnée, je pensais qu'il y avait plus de temps mort. Je pensais que c'était plus long, la réflexion, que chaque... Et en fait, j'ai trouvé qu'il était plus rapide que ce que je pensais. Après, ça n'a pas de bol, on a joué hier, et vraiment, j'avais 4 paires de mots, il n'y a rien qui match, quoi. Donc, il peut devenir un petit peu difficile, même frustrant. T'es là, c'est pas drôle, parce que il n'y a rien qui va, quoi. Ouais. Donc voilà. Alors qu'on a également testé Mots Malins, on l'a plus que testé, puisque depuis toi tu l'as acheté et moi je l'ai commandé, où là pour le coup donc il y a une grille de 4 sur 4
qui forment des ensembles colonnes, donc colonne-ligne, où il y a des mots en tête de colonne, des mots en tête de ligne, et il faut trouver le mot qui match à chaque intersection, quoi. Ouais. Et voilà. Et pour le coup, je préfère Mot Malin, je le trouve vachement plus fun. Quand on a joué sans sablier. Ouais. Je sais même pas à quoi il sert dans le vrai jeu, j'imagine Parce que vraiment, t'as 5 minutes pour faire voilà. le plus de coordonnées possible. Alors que nous, on a juste joué à essayer de tout deviner. Et mais par contre, on s'est bien marré. Je sais pas, il y avait une ambiance autour de la table, un truc qui s'est créé que justement, je retrouve pas dans So Clover. Je me rappelle même pas si on a compté les points d'une façon ou de l'autre, alors que bon, je vais critiquer ça sur So Clover. Mais ouais, je le trouve cool à sortir. Il crée une ambiance, il se met vite en place, il est facile, donc ça, j'ai trouvé que c'était un petit jeu de mots qui était vraiment sympa. Ouais, il est dynamique, on en a parlé dans le bilan, du coup, parce que je l'avais mis dans mon top, et c'est vrai que il gomme les défauts que peut avoir un Codename, ou même un So Clover, parce que c'est tous les trois des jeux d'association de mots, et voilà, dans Mot Malin, c'est dynamique, parce qu'on est tous en même temps à pouvoir réfléchir et donner un mot, et du coup... Voilà, en ça, il est intéressant parce qu'on fait tous la même chose au même moment finalement. Et du coup, il y a pas de temps mort et... Puis il y a un petit bordel autour de la table parce que il y a un mec qui va essayer de deviner le mien et puis on le trouve pas, on passe à celui de quelqu'un d'autre. Ouais, on met en pause. Ouais. Donc ouais, moi je le recommande vraiment, petit jeu de mots sympa. Alors également, j'ai dit The Crew 2, c'était un gros enfin. L'autre enfin il est arrivé, c'est Cascadia. J'en parle très rapidement parce que j'ai envie et que ça y est, je l'ai reçu et qu'on a commencé à y jouer, mais je pense qu'un jour je ferai un focus dessus. Mais voilà, au bout de 2 parties, donc Cascadia, donc il est comparé à Calico que moi je connais pas. Mais moi je trouve qu'il a aussi une lointaine parenté avec un welcome dans le fait que tu prends une paire carte à action quelque part. Et après tu la mets sur ton plateau de jeu que tu construis toi-même. Bon, c'est très capillotracté, mais il y a un peu de cette idée-là. Et voilà, bon, juste pour dire que rapidement, donc reçu, déjà je trouve l'édition est chouette, le matos c'est de bonne qualité et tout. Et moi je suis vraiment pas déçu par le jeu, il est plus compliqué quand même qu'il en a l'air. C'est-à-dire que ça paraît un peu léger et tout, alors qu'au final c'est une partie, c'est 45 minutes, mais 45 minutes... ça réfléchit dur quoi pendant 45 minutes. Ouais, il y a un petit casse-tête pour optimiser tout ça. Ouais, donc ouais. Alors du coup sur l'aspect familial, parce que moi c'est un peu pour ça que j'ai acheté pour jouer avec les enfants. Faut savoir ça. Faut savoir que c'est vraiment pas léger et que ça demande de la réflexion pour l'optimisation. Mais je pense que ça va quand même bien plaire quoi. Ouais. Et voilà, donc ça c'était un peu pour les nouveautés du très vite. Et sinon, moi, toujours dans mon actualité, il y a beaucoup, il y a toujours une part assez importante de vieux jeux qui ressortent du fait que je joue un avec mes enfants ou deux avec des amis non joueurs. Du coup, je leur fais découvrir. Et là, l'occasion de revenir sur Wonderful World. Donc, parce que j'ai un groupe de joueurs, non, c'était un groupe de joueurs, mais c'était pas un groupe de joueurs où justement j'ai été très crescendo avec eux, en testant d'abord des petits jeux d'ambiance, et puis, un petit Seven Wonders, ça passait et tout, et on est rendu à Wonderful World, et coup de cœur général. Là, tout le monde a dit « Ah, mais c'est génial, avec l'Angel Building et tout. » Donc, ils sont hyper demandeurs, ils veulent faire une partie tous les dimanches pour progresser, pour mieux comprendre les mécanismes et tout. Donc voilà, moi, ce jeu-là, je l'avais kickstarté. Donc, j'étais emballé sur le principe dès le début. J'ai jamais été déçu, même si au final, j'ai jamais fait les campagnes et tout. Je joue quasiment que je pourrais avoir la boîte normale, ça me suffirait. Mais là, tu le refais découvrir à des joueurs débutants et c'est vraiment un jeu qui se prend vite en main et que les gens apprécient, quoi. Donc là, je l'ai ressorti plusieurs fois récemment. Donc toi, c'est pas un jeu qui est dans tes coups de cœur, celui-là? Non, j'aurais aimé. Mais en fait, ouais, je le trouve trop trop casse-tête en fait presque, parce que j'essaye aussi d'optimiser. C'était un peu une discussion qu'on a eue. C'est là, il y a trop d'optimisation et du coup. Puis ouais, j'avais été frustrée sur une partie où finalement on pouvait rien faire parce qu'on pouvait pas empêcher une personne d'avoir les cartes. On voyait que ça produisait à fond et on pouvait rien faire. Puis ouais, donc j'ai d'autres jeux moi qui me plaisaient. Bon, après moi c'est ma cam dans le style de jeu. On en reparlera tout à l'heure. Tout ce qui est un petit peu engine building, ça marche avec ma façon de penser. Non, elle est pas d'accord. On en reparlera. Si, c'est le jeu. Bah il y a plein d'engine building que t'aimes pas. Donne un exemple. Bah, Atlante, t'as pas aimé, Res Arcana, qui est quand même un peu... Il y en a plein que j'aime. Paper Tales, enfin bon. Du coup, on va passer au focus. Au focus, ouais. Ouais. Et donc,
On a 3 jeux chacun. 3 jeux. Alors tu commences. Je vais commencer avec Living Forest. Donc c'est un jeu pour 2-4 joueurs, 18 ans. Alors c'est Ask Christiansen pour l'auteur et Apolline Etienne pour les illustrations, et c'est chez Ludonote, pardon. Donc on va incarner des esprits qui sont désignés pour sauver l'arbre sacré, qui lui est en proie aux flammes d'Onibi, qui est l'esprit méchant. Je connaissais même pas l'histoire. Voilà. Bon, l'histoire, elle est légère quand même. Alors quoi qu'il y a peut-être des choses à lire, mais c'est un deck building familial. À son tour, on va révéler ses cartes, mais à la manière d'un stop ou encore. On peut tirer autant de cartes qu'on veut, sauf qu'il y a des animaux solitaires. Si on en pioche 3, notre tour s'arrête, et là on n'aura qu'une seule action. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment, parce que sinon on perd une action, et sur le tour de jeu, une action perdue, ça peut vite... faut pas en cumuler, quoi. C'est de la prise de risque, quoi, du coup, parmi les 2 actions qu'on a. On a éteindre du feu, on a planté un arbre, acquérir une nouvelle carte, on a aussi avancé sur le cercle des esprits, et c'est cette partie-là qui est très importante et que je pense dans les premières parties on a tendance à oublier. Parce que c'est la partie interactive du jeu où on va en fait un peu comme une poursuite en fait, et on va avancer sur ce cercle, on va pouvoir faire des actions. Donc c'est là où il est intéressant, parce qu'en fait on va pouvoir faire les mêmes actions qu'on peut faire finalement tout seul, si on arrive au bon emplacement, mais on va pouvoir suivre l'autre, et si on le dépasse, on va pouvoir lui voler, on va dire, c'est une condition de victoire, pas dans le sens où il pourra pas la faire, mais un point qui lui amène à cette condition de victoire. Moi, c'est un truc, à la première partie, la première moitié de la première partie, je me suis dit, ce truc sert à rien. Puis je me fais dépasser une fois, je fais, ok, ça sert à quelque chose. Et du coup, je l'avais beaucoup joué. Et c'est vrai qu'à du coup, à la deuxième partie, je fais direct, je me suis dit, il faut que je joue ce truc-là. Ce qui est difficile, c'est qu'il permet de piquer des jetons aux autres, et c'est assez difficile de savoir lequel piquer. Moi, à chaque fois, je me gourre. Ouais, c'est pas évident. Mais oui, c'est un axe du jeu qui est important. Ouais. Et puis c'est ce qui fait toute l'interactivité du jeu. Et si on joue pas avec, on va chacun jouer dans son coin. Après, c'est une autre façon de jouer. Donc les conditions de victoire, en fait, c'est il y a 3 possibilités. C'est si un des joueurs arrive à avoir soit 12 feux, 12 arbres ou 12 fleurs, ça met fin à la partie, mais ça veut pas dire qu'il a gagné, parce que si quelqu'un d'autre a les conditions de victoire, là on va tout calculer. Donc moi, je trouve que dans la mécanique, toutes les mécaniques s'imbriquent bien, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la partie un peu simultanée, donc déjà le jeu il se joue quand même plutôt rapidement, parce qu'on va chacun tirer nos cartes simultanément pour se dire à quel moment je m'arrête, à quel moment je continue. Il y a cette prise de risque, à savoir si on a été trop loin, c'est notre faute, c'est encore, quoi. Donc voilà, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Mais il est vachement pondéré, parce que par rapport à un stop ou encore classique, vu que tu vas continuer à dépiler ta pioche après, quelque part, si tu t'es vautré un tour, au tour d'après, tu sais que t'as moins de... T'auras quand même perdu une action. T'as moins de solitaire. T'as perdu une action, oui. Mais tu vas possiblement pouvoir jouer plus de cartes au tour d'après. Oui, si tu te rappelles la parce qu'il y en a 5, mais animaux solitaires dans son deck de départ. Et donc, si forcément on a tiré 3, on sait qu'après, il y en a plus que 2. Parce que tu vois, la dernière fois, tu te rappelles, moi, les 3 premiers coups, j'ai été trop loin, mais mine de rien, j'ai vite rattrapé ce retard-là, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est la phase simultanée. Donc déjà, je trouve que ça accélère quand même le jeu. Les illustrations, alors on n'est pas d'accord là-dessus, mais moi je les trouve super belles en fait. C'est dessiné, c'est bien dessiné, c'est coloré. Enfin moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de possibilités justement, ça c'est intéressant parce qu'on peut partir sur plusieurs stratégies et pour en faire plusieurs parties, on peut croire que certaines conditions de victoire sont plus faciles et finalement non, parce qu'en fait ça se rattrape au fur et à mesure du jeu. Il y a quand même de l'interaction qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. T'es au moins obligé de surveiller ce que font les autres, notamment avec l'eau pour éteindre le feu. Vérifier tout ça, ouais. Pour vérifier leurs points. Ouais. Après, je trouve que il y a vraiment une différence à 2 joueurs ou à 4 joueurs. C'est un jeu qui vraiment, là, il y a beaucoup de différences. Déjà, sur le cercle des esprits, quand on est 2, pour rattraper l'autre, c'est beaucoup plus long. Alors qu'à 4, on va être séparés en quarts, et du coup, forcément, on va se rattraper, et du coup, avoir beaucoup plus d'interactions et se piquer des choses plus à 4. J'ai joué 2 fois à 3, moi, je crois. C'est possible. Non, on avait joué à 4 une fois, et la deuxième fois, t'as joué à 3. Et forcément, quand on est 4, c'est quand même plus long. Parce que même s'il y a la phase simultanée, après on va chacun jouer nos 2 actions dans l'ordre du tour. Donc ça peut être donc forcément à 4, ça peut plus traîner en longueur. Moi le matériel je le trouve un peu juste. On a vu les petits pions, le socle il tient pas, faut les coller parce que
je trouve que c'est un peu juste, voilà, en termes de qualité de matériel. Je donnerai mon avis après. Donc voilà. Pour revenir justement sur la différence de 2 joueurs à 4 joueurs, on retrouve beaucoup dans les forums, dans les discussions de ça, cette idée de la condition de victoire du feu, qui à 3 ou à 4, c'est pas la condition qui est la plus simple, je trouve, parce qu'en fait, c'est difficile à expliquer, mais en fait, en début de tour, on peut éteindre l'incendie. Mais l'incendie, il vient que si on a enlevé des cartes au tour précédent. C'est difficile à expliquer, mais du coup, à 2 joueurs. Comme on va rejouer premier joueur une fois sur 2, il suffit que quand on est deuxième joueur, on prend les 4 cartes simples. On va mettre 4 feux faibles. Donc quand on est premier joueur, on va pouvoir acquérir 4 feux directs. Et on sait qu'à 12 feux, ça finit. Donc à 2 joueurs, une fois sur 2, on est premier joueur et du coup, on peut récupérer 4 feux d'un coup. Et donc la condition... Il faut pouvoir acheter les cartes. Il faut pouvoir acheter les cartes, mais globalement, vu que c'est des cartes moins chères, au bout de quelques tours, on y arrive quand même. Donc, c'est vrai que la stratégie du feu à 2 joueurs, je vois pas trop comment la contrer, puisque à chaque fois qu'on est qu'on est premier joueur, on va pouvoir, vu qu'on est deuxième joueur, on va faire acheter les cartes, et le tour d'après, on est premier joueur pour récupérer les feux qu'on a fait. Et donc, à 2 joueurs, j'ai du mal à voir comment contrer. Par contre, clairement, à 3-4, ça marche pas, parce que, on n'est pas premier joueur. Donc, en fait, on peut pas le faire. Il y aura plus de cartes déjà, il y a plus de cartes qui vont être prises. Donc, il y aura plus de feux. Donc, en fait, je trouve, finalement, l'interactivité, parce qu'il y a des varans aussi méchants. Si on peut pas éteindre le feu, si on n'a pas assez d'eau, on va se prendre des varans qui vont pourrir le deck. Et finalement, à 2 joueurs, il n'y a pas de varans parce qu'on éteint tout. Et il y a cette stratégie du feu qui est vraiment plus mise en avant que quand on est à 3 ou 4 joueurs. Et donc là, sur des parties à 2, j'arrive pas trop à déterminer comment contrer ça. Donc c'était un peu le petit bémol sur cette stratégie du feu à 2. Moi, j'ai pas joué à 2, mais je l'imagine pas comme un jeu de joueurs, non. Ça, plus le cercle... Après, j'ai bien aimé y jouer à 2 joueurs, parce qu'on n'est pas dans une... Enfin, moi, je suis jamais dans une interaction méchante ou forte. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié de jouer à 2 joueurs. On était plutôt sur les arbres aussi. Mais en ayant vu cette tactique, je me suis dit, oula, c'est difficile de la contrer quand même. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment... il coche beaucoup de cases, familial, avec un peu de plusieurs mécaniques, deck building, stop ou encore, qui fonctionnent bien avec beaucoup de personnes, avec des belles illustrations. Donc pour moi, ça reste un bon jeu. Alors moi, je te rejoins vraiment sur les mécaniques, un peu comment... Alors, moi, je peux pas m'empêcher de le rapprocher de The Younger, parce qu'ils sont sortis globalement en même temps, et parce que les deux vont mélanger un peu des mécaniques. Et donc voilà, juste pour ça. Mais t'as dans Link Forest ce mélange, donc double mécanique. Ici, c'est stop ou encore, et et deck building. Et deck building, oui, pardon. Et et oui, effectivement, ça marche très bien. En plus, on fait effectivement ça c'est très moderne dans le jeu, le fait que tout le monde prépare son tour en même temps en faisant son stop ou encore, ça marche bien. C'est vrai que le jeu, il y a vraiment beaucoup plus de choses à surveiller que ce dont il peut donner l'impression. Et on va avoir tendance à... Typiquement, la stratégie des arbres, elle m'a toujours paru plus facile, et tu te rends compte que elle peut aller vite au début, elle ralentit. Oui. Et finalement, moi, les 2 parties que j'ai fait ont été gagnées par les roses, à chaque fois. Fleurs. Ouais. Où ça te paraît complètement inabordable, et en fait, c'est ça qui, à la fin, fait que, finalement, d'ailleurs, la première partie, je m'en étais même pas rendu compte, c'est toi qui m'as dit, mais en fait, t'as assez de roses pour finir. Donc voilà. Et le feu, dans la dernière partie à 3, on a eu un joueur qui est parti hyper vite là-dessus. On a vraiment cru qu'il allait nous scotcher. Le seul problème, c'est qu'on l'a contré hyper facilement. Et oui, t'en as largement profité, t'en as bien profité, alors que moi j'étais à la ramasse. Mais donc globalement ça s'équilibre. J'ai pas eu y a pas une stratégie où vraiment on s'est dit tiens, celle-là est plus dure ou plus facile, parce que le feu a paru plus facile, mais d'un autre côté elle est très visible, donc elle est contrable facilement. Les roses ça paraît plus dur, mais c'est très discret, donc je pense que c'est ça qui les équilibre, et puis les arbres c'est un petit peu le milieu, quoi. Donc je trouve que mécaniquement c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Familial plus quand même, parce que alors oui, le deck building pas de problème pour les enfants, le stop ou encore ça c'est hyper ludique, mais faut quand même penser à tout, quoi.
Donc, Après, tu peux y jouer aussi en mode plus, justement, je fais mon stop encore, je fais mes petits trucs, et puis... Oui, et puis pas trop agressif, mais bon, je dis pas que ça marchera pas, mais je dis attention. Et après, dernier point, c'est l'édition. Et moi, c'est peut-être le truc qui fait que c'est un jeu que j'ai pas acheté, peut-être. Moi, l'édition, je la trouve décevante globalement, quoi. Les illus, moi, je les aime pas. Je les trouve pauvres et peu approfondis. Moi, je trouve chaque carte... Enfin, c'est difficile de dire ça. Je trouve que les illus, c'est quand même chaque carte est unique, avec un dessin particulier. Mais les cartes, oui, mais les arbres, non. La boîte, non. Le plateau, non. Et du coup, voilà. Et puis, le matériel est pas à hauteur. Comme tu disais, avec les jetons, les pions, faut les déplacer. Dès que tu les déplaces, ils se pètent la gueule. Non, je trouve que l'édition... Je dis pas qu'elle est... En soi, elle est pas mauvaise. Il y a quelques années, on l'aurait trouvé fantastique. Mais je suis désolé, tu mets face à un lueur... il fait vraiment pas du tout le poids, quoi. Donc c'est juste que je pense que toujours pareil, quoi. Dans le volume de jeux qui sortent aujourd'hui, sortir une édition que je trouve un poil bâclé comme ça, ça le dessert, alors que le jeu est franchement excellent. Tu vois, je me pose la question quand j'oublie le dessin, en fait, je me dis tiens, pourquoi je l'achète pas pour jouer avec mes filles. Et puis en fait je me dis parce que finalement j'ai trouvé The Hunger vachement plus cool et plus joli et je vais chercher un The Hunger alors que mécaniquement je suis pas sûr qu'il soit meilleur. Non. Donc c'est différent, puis c'est vraiment différent. Oui, c'est différent. Mais voilà, donc ça je trouve ça vraiment dommage et ça m'a vraiment refroidi par rapport au jeu. Sinon effectivement, je pense que il y a un bon mélange de mécanismes et tout et on passe vraiment un bon moment quand on y joue et ouais, j'ai envie d'y rejouer. On y a joué il y a pas longtemps, mais j'ai envie d'y rejouer. Peut-être que je finirai si un jour je le vois passer en occasion, une bonne opportunité, je me dirais ça vaut le coup de le faire découvrir aux enfants. L'aspect course est pour le dire, un peu stressante. Parce que du coup, il faut regarder, on est là, est-ce qu'ils vont finir? Donc il y a ce côté quand même course qui est bien, qui amène l'attention. Mais surtout que c'est le disque aussi, quoi. Où au début tu te dis, on s'en fout, et puis non, tu te mets la pression, il y a le disque, mais t'oublies autre chose. Enfin, c'est vrai qu'il faut être un peu partout, quoi. Il faut être un peu au four au moulin, mais il est cool. Alors que t'as tendance à aller pour les arbres, parce que c'est tranquille, tu fais des petits arbres, et puis en fait, ça marche pas. Donc non, moi je le recommande quand même. Par contre, voilà, c'est pas une œuvre d'art, quoi. Alors, de mon côté, je commence par vous parler de Red Rising. Donc pareil, on a déjà parlé du fait qu'on allait en parler, quoi. Il était dans les tops On va faire une nouvelle chronique, on va en parler dans le prochain podcast. Oui, bon. Alors, donc Red Rising, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de gestion de main et de combo, de 1 à 6 joueurs, pour des parties qui sont données pour 60 minutes. Ça peut aller bien plus vite. Mais ça peut, vous pouvez pas tellement l'anticiper, quoi. À partir de 14 ans, c'est mis sur Board Game Geek, qui disent que globalement c'est jouable à partir de 10 ans. J'aurais tendance à dire 12. Ouais, 12 peut-être plutôt. Je pense que, en fait, mécaniquement c'est possible, mais enfin c'est pareil, c'est un jeu que vous pouvez apprendre à vos enfants, mais ils vont pas gagner en fait. Il faut comprendre toutes les subtilités des cartes, les combos ensemble, c'est pas simple. Donc ouais, ça vaut le coup d'attendre un petit peu. C'est un jeu d'Alexander Schmidt et James Stegmaier. Alors, Alexander Schmidt, c'est son premier jeu, et James Stegmaier, c'est l'auteur de Viticulture, de Site, de Tapestry, donc plutôt pas n'importe qui. Ouais, voilà, un gars qui fait des gros jeux, et c'est édité chez Stonemaier Games, qui est la maison d'édition qui appartient à James Stegmaier, et dont le directeur commercial est Alexander Schmidt. D'accord. Donc en fait, c'est le premier jeu du directeur commercial de Stonemaier Games. Donc voilà, c'est la maison d'édition qui édite Site, Tapestry, donc les jeux en fait de James Stegmaier, mais ils ont aussi édité par exemple Between Two Castles of Mad King Ludwig, et c'est aussi les éditeurs de Wingspan. D'accord. Donc du coup c'est sorti en France par Matago. Et c'est sorti en France par Matago. C'est vrai, pardon, je l'ai oublié de noter. Et il faut quand même savoir que donc c'est tiré d'une série de 3 romans donc éponymes de Pierce Brown, des romans de science-fiction. Alors, de quoi ça parle, rapidement? Donc, dans un futur dystopique, forcément, vous tentez de créer votre maison en recrutant, en rassemblant des adeptes. Globalement, ce sera votre main. Voilà. Est-ce que vous y arriverez, et est-ce que vous arriverez un peu à vous affranchir de la domination des Gold? Ceci, c'est l'histoire. Comment on joue? À son tour de jeu, en fait, on va déployer une carte de sa main sur une des zones du plateau de jeu, et on va piocher une autre carte. Il y a 5 zones dans le plateau de jeu, on va piocher une autre carte dans une de ces zones-là, donc dans une des autres zones... Oui, 4, pardon. Donc on pose une carte dans une zone et on pioche une carte dans une des autres zones restantes, et on active le pouvoir de la zone où on vient de piocher notre carte.
Alors les pouvoirs, ça peut être gagner de gagner de l'énergie, progresser sur les échelles de... Les pistes, il y a le Mars, il y a les pistes, l'Institut pour gagner de la recherche. Ouais, la et recherche, en fait, chacun va avoir des scorings de points en fonction de ces pistes-là. Donc voilà, et globalement, chaque carte en fait que vous avez en main, ou que vous jouez, enfin, n'importe quelle carte, a une façon de scorer. D'ailleurs, en général, elle a deux façons de scorer. Une, on va dire, simple, assez facile à mettre en œuvre, et une un peu plus combo, qui, en général, ça passe vite du simple au triple, quoi. C'est genre, si vous avez cette carte-là, c'est 10 points, mais si vous la complétez avec telle autre, ça fait 30 points, quoi. Et en fait, comment on va scorer ? On va ne scorer qu'avec les cartes qui nous restent dans notre main à la fin de la partie. Donc ça, c'est difficile parce que vous allez passer toute la partie à vous défausser de cartes en piochant d'autres, en sachant que votre objectif, c'est d'en avoir 5 qui marchent ensemble à la fin. Donc il y a des cartes que vous allez essayer de garder tout au long de la partie, et puis finalement, au dernier moment, vous pouvez pas, va falloir vous en défausser, etc. pour créer le bon combo. Parce que globalement, donc vous scorez avec vos cartes en main, et vous scorez avec les différentes échelles de... Il y a 3 échelles de scoring qui en plus sont aussi également les déclencheurs de fin de partie. Oui. Là où est le piège, c'est typiquement ce serait alors on peut vouloir rusher ces échelles de fin de partie parce qu'elles déclenchent littéralement la fin de partie, donc c'est une technique pour mettre fin à la fin de partie si vous pensez que votre main par exemple est bien, mais elle rapporte quand même beaucoup moins de points que les cartes. Si vous avez une main qui combatte à mort, vous exposerez toute personne qui est devant vous sur les échelles, quoi. Alors, ce que j'en ai pensé, contrairement un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où pour des enfants, je dis c'est quand même pas si facile que ça, moi je le trouve quand même relativement facile à prendre en main, en tout cas pour un adulte. Notamment, nous, quand on y a joué la première fois, en gros, on y a joué en mode... on n'a pas le temps d'expliquer les règles, tu vas apprendre en jouant, et clairement, au bout de 2 tours... alors, il y a quelques petites subtilités qui étaient peut-être un poil difficiles, mais au bout de 2 tours, j'étais relativement fluide, ça m'a pas gêné, donc... En fait, c'est pas la mécanique du jeu qui est difficile. Le problème, c'est de connaître les cartes et de voir ce qui marche ensemble. Mais globalement, sinon, le reste, c'est simple. Hein. C'est juste, on pose une carte, on en pioche une autre, on applique un pouvoir et on recommence. Donc ça va. Après, voilà. Ce que je disais, il y a beaucoup de cartes, c'est touffu. C'est difficile au début de savoir quelle carte va avec quelle carte. Et souvent, je dirais que les 5, 6, ou même peut-être parfois un poil plus premier tour du jeu, en tout cas à notre niveau à nous, t'as pas encore déterminé ta stratégie, tu sais pas exactement ce vers quoi tu tends. Donc au début tu joues un petit peu justement pour voir un peu ce qui va rentrer dans ta main et construire, c'est de l'engine building, un petit peu, enfin c'est du combo, mais bon globalement, construire un petit moteur qui marche au sein de ta main, quoi. Donc voilà, donc globalement les premiers tours, on découvre, faut pas faire de grosses erreurs, mais normalement il n'y a pas de risque, on avance. Donc ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que voilà, il y a les 3 pistes de scoring qui déclenchent la fin de partie, mais et ça on l'a vu sur les 2 parties qu'on a fait ensemble, c'est vraiment les cartes qui donnent les points, et quelqu'un qui a un gros combo de cartes, tant pis s'il est pas sur les pistes de scoring, il aura plus de points, ce qui fait que d'ailleurs qu'en général une personne qui va vouloir déclencher une fin de partie peut être surprise de la main qu'a l'autre joueur, parce qu'on n'a pas de notion clairement sur ce que les autres joueurs ont dans leurs mains, quoi. Donc voilà, donc comme je le disais, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, j'ai trouvé simple, rapide, en fait, un mot qui pour moi le décrit bien, c'est qu'il est efficace. Voilà, tu le prends en main, tu joues, clac, 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 je trouve que ça... Voilà, je ne savais pas comment le dire mieux que ça. J'ai trouvé efficace, c'est bien, c'est un bon mot. Il demande une certaine réflexion, une concentration, tout en étant rapide. Donc c'est une belle réussite. L'édition, bon après l'édition c'est beaucoup des cartes, mais elle est propre, l'illustration de la boîte est cool et tout, donc voilà. Moi je le recommande et pareil, j'ai hâte d'y rejouer encore une fois. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à me faire un avis en fait sur Red Rising. C'est le type de jeu normalement que j'aime bien, et je peux pas dire que j'aime pas, mais je pense que en fait je suis très frustrée. Je pense que c'est ça qui fait que j'hésite sur ce jeu, c'est qu'il me génère de la frustration parce que j'arrive pas à faire la main comme j'ai envie, les cartes ne tombent pas forcément, on sait pas, en fait, on ne connaît pas aussi toutes les cartes, on cherche à essayer de voir, mais on a du mal à visualiser en fait ce qu'on peut faire, comme on connaît pas les cartes, on sait pas ce que l'autre a, et je pense que c'est cette frustration qui finalement me limite sur Red Rising, mais sinon voilà, c'est vrai que l'édition, comme tu dis, est vraiment top.
en soi, la mécanique, elle est censée être simple et je la trouve compliquée. Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule action, c'est je pose une carte, j'active, j'en prends une autre. Et en fait, pourtant, il n'y a qu'une seule règle. Et en fait, je trouve qu'elle est difficile finalement à prendre en main. Donc, mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'y rejouer. Je pense que le fait de connaître les cartes, ça va faire que du coup, je pense qu'on apprécie de plus en plus le jeu. Bah, je sais pas parce que alors si oui ça clairement on est bien d'accord, il y a pas de souci. Mais je pensais à l'aspect tu sais c'est dur de savoir ce qu'on fait ou d'obtenir les cartes qu'on veut. Ouais. Ce qu'il faut bien se dire c'est qu'en main on a que 5 cartes et à part la dernière partie où c'était assez exceptionnel, j'ai dû finir avec 7 ou 8. En général on reste 5 6 maxi. Donc il faut pas non plus ça devient pas une main complexe avec plein de cartes. Je trouve que c'est quand même possible d'orienter sa main. Ah, c'est vrai que ça m'a pas gêné dans les parties que j'avais fait, moi. Non, mais par contre, c'est vrai que clairement, en fait, c'est les cartes qui font le plus de points. Hein. Donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus et regarder quand les cartes tombent, parce que finalement, c'est des cartes qui vont revenir parce qu'on pioche une carte et on va la remettre ou la garder. Ouais, c'est ça le truc, c'est que tu peux avoir un joueur, en fait, qui va, donc, par exemple, poser une carte, et tu dis, celle-là, il me la faut, et un autre joueur va la prendre. Enfin, ouais. Faut pas remettre. Alors, autant des fois dans le jeu, faut remettre toute sa stratégie en question en mode, bon, celle-là, je la dégage et je vais faire autre chose. Autant des fois, quand une carte part, faut pas remettre sa stratégie en question parce qu'il y a de fortes chances que le joueur qui l'a prise la repose sur le plateau de jeu. Donc, ce qui est d'ailleurs également une des stratégies du jeu aussi, c'est de repérer quelle carte ça vaut le coup de prendre pour reposer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un autre point sur lequel il faut faire gaffe. Et ce qu'on disait, c'est que, voilà, même si pour moi, il est facile à prendre en main, c'est tout ce genre de petites choses de regarder, tiens, cette carte-là, ça vaut le coup de la prendre et de la reposer plusieurs fois, et ben du coup, faut s'en souvenir dans un coin de sa tête pour la rejouer, qui font que le jeu va pas être si accessible que ça, à des débutants. Mais par contre, voilà, pour des cartes qui combattent, comme la pile elle est grande, peut-être que si on a besoin d'un autre personnage, peut-être qu'il sortira jamais, quoi. Donc, faut savoir aussi vite changer de stratégie parce que, si on attend un personnage particulier, peut-être qu'il sortira jamais. Ouais, alors par contre, ça, moi, je serais pas complètement d'accord avec toi parce que oui, la règle dit ça, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte à la dernière partie, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui te disent vaut pour n'importe quel autre personnage d'une autre couleur, ou etc. Oui, aussi, oui. Et du coup, en fait, faut vachement viser ces cartes-là qui te permettent d'établir tes combos, quoi. Ouais. Donc voilà, bon, dans tous les cas, on est d'accord, il faut rejouer. Moi, j'ai tendance à vraiment beaucoup l'apprécier, mais c'est bien, si tu l'apprécies pas trop, je te le rachèterai. Non, je l'apprécie, hein, mais c'est vrai que je pense que plus je vais y jouer, plus je vais aimer. Mais c'est vrai que, allez, dans la chronique, on en reparlera. En fait, j'ai testé Fantasy Realms, qui est en fait son aîné, parce qu'en fait, Jamie Stegmaier s'est inspiré, il le dit clairement, de Fantasy Realms pour faire Red Rising, qui est vraiment là un petit jeu, mais la même mécanique. C'est-à-dire que le but, c'est de faire la meilleure main. On pose une carte, on en récupère une qui est au milieu ou dans la pioche. Et on essaie d'optimiser son jeu. Donc, en fait, la mécanique, elle est la même, sauf que les pouvoirs des cartes entre elles sont quand même plus simples, les combos sont plus faciles à gérer, et la fin de partie, c'est 10 minutes. Elle est beaucoup plus vite arrivée, parce qu'en fait, dès qu'il y a 10 cartes sur la table, donc en fait, par rapport à Red Rising, où je disais qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, et on n'est pas sûr qu'elles tombent, là, dans Fantasy Realms, c'est encore pire, parce que si on pioche trop, en 10 tours, c'est fini. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'optimiser les cartes qui sont à disposition. Parce que de toute façon, on va pas pouvoir en piocher beaucoup. Parce que au bout de 10 posés, c'est fini. Donc on va quasiment pas piocher. Donc en fait, vraiment, ça va se faire entre la main des joueurs et d'optimiser finalement la main qui est présente. Faut vraiment pas aller chercher une carte. Et en soi, il est beaucoup plus facile à mettre en place. Beaucoup plus facile à jouer. Les parties sont 10 minutes. Il n'y a pas tout ce qui est piste qu'il y a dans Red Rising. Et donc, forcément, ils sont obligés d'être comparés. Même s'ils font pas doublon, clairement, pour moi, ils font pas doublon parce que on va pas jouer de la même manière. Mais voilà, c'est exactement la même mécanique et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Fantasy Realms parce qu'il est vraiment beaucoup plus accessible, moins frustrant, on va dire. Même s'il est frustrant parce que ça s'arrête très vite, mais il est moins frustrant je trouve que Red Rising. Moi, je pense que je l'ai pas essayé, mais je pense que ça me frustrera plus. La fin de partie, oui. Parce que moi, les fins de partie abruptes, typiquement, un jeu comme Epicity, c'était déjà ce qui m'avait gêné. Ouais. Les fins de partie qui arrivent trop vite, je fais, non, en fait, moi, il me faut du temps pour construire mes stratégies. Donc, oui, c'est sûr. Ok. Alors, je continue avec Les Aventures de Robin des Bois, qui est un jeu pour 2-4 joueurs, qui est auteur et illustrateur, c'est Michael Menzel, qui est l'auteur de Andor, quand même réputé. C'est sorti chez Yellow et c'est mis pour 10 ans, à peu près.
Alors c'est un jeu d'aventure en fait où on va incarner les héros de Sherwood. Donc ça peut être Robin des Bois, Petit Jean, Marianne. Et à travers plusieurs histoires. Il y en a 7 qui sont successives. Le principe c'est que on va avoir un plateau de jeu à assembler, donc assez grand, il prend de la place. Et en fait il va y avoir des fenêtres, des petites fenêtres détachables et réversibles sur ces plateaux. Et on compare souvent du coup à un calendrier de l'Avent. Parce que du coup, on va changer les fenêtres, il peut y avoir des personnages ou pas derrière, etc. C'est difficile d'expliquer la mécanique de jeu, donc principalement, c'est pas un jeu de stratégie. C'est un jeu vraiment c'est pour ça que je dis un jeu d'aventure. On va se déplacer en fait sur ce plateau, on va essayer de rencontrer les personnages qui sont présents pour avoir des infos sur la mission qu'on aura à faire. Bon, je spoil rien du tout, hein. Donc en gros, on va avoir, donc j'ai dit 7 chapitres, donc un scénario, et dans cette scénario, on va avoir une mission ou 2 ou plusieurs à réaliser. Donc c'est un jeu coopératif, on joue ensemble, et il y a quand même cet aspect aussi narratif. Mais moi, ce que j'aime bien, je reviendrai dans la critique après, c'est que c'est narratif, mais c'est pas un jeu de lecture, quoi. Donc ça reste quand même léger, mais c'est suffisant, enfin, je trouve que c'est le bon compromis. Et donc, c'est vraiment le principe de déplacement, c'est-à-dire qu'on va avoir son personnage, on va se déplacer pour aller vers un endroit, pour avoir des infos, pour pouvoir résoudre sa mission. Donc, je peux pas en dire trop plus, parce que sinon je peux dévoiler des choses du scénario, donc je vais devoir m'arrêter là. Mais en tout cas, pour moi, c'est la partie positive du jeu, c'est vraiment le matériel, je trouve je trouve le plateau, c'est vrai que j'avais un peu peur à force de retourner les fenêtres, que ça puisse s'abîmer, etc. Et je trouve que non, ça, là je suis déjà à ma 4e partie, ça s'abîme pas, le matériel franchement il est vraiment bien. Et je l'ai pas dit, mais du coup il y a un support qui est un livre, qui est vraiment un beau livre, relié avec des belles pages, une belle couverture. Et ça franchement sur ça c'est vraiment qualitatif, ce livre il est vraiment magnifique. Et en fait c'est notre support, et c'est lui où on va avoir les paragraphes, mais des paragraphes courts de narration. Donc, l'autre point positif, comme je l'ai dit, c'est la narration courte. Donc, c'est des petits paragraphes, mais qui amènent quand même à avoir une histoire, à avoir un but, mais on passe pas son temps à lire. Et ça, moi, ça m'ennuie un peu dans les jeux. Je vais comparer pour ceux qui aiment bien les jeux narratifs. Par exemple, Sherlock Holmes, on passe son temps à lire des choses. Et là, c'est lire. On passe 3 heures à lire. Là, non, c'est juste des petits paragraphes qui vont nous aider dans l'histoire. Donc, c'est intéressant, quoi. Parce que voilà, on va rencontrer un personnage. Et ce même personnage, en fait, suivant le scénario, il va pas nous dire la même chose. Et donc ça nous dit, allez dans le livre, à tel chapitre, et du coup, le personnage va nous dire ce qu'il fait, mais ça reste quelques lignes, donc c'est vraiment agréable à jouer. Alors, c'est un point positif, mais ça peut avoir son inconvénient, donc je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, c'est qu'en fait, il y a un scénario d'introduction. Donc, le point positif, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire on ouvre le jeu, on assemble les plateaux, on ouvre le livre et on joue. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas à se taper une vidéo règle ou ou tout un pan de livres. Mais par contre, ça en fait un scénario un peu léger. Donc ce scénario d'introduction, faut pas le considérer comme finalement il fait partie de l'histoire, mais pour apprendre le jeu. Mais c'est pas ça qui fait la mécanique de jeu, parce que ils nous apprennent petit à petit à justement à se déplacer sur le plateau, à utiliser parce qu'en fait les tours de jeu, en fait on va avoir chacun son rôle, un jeton dans un sac, et on va tirer les jetons, donc ça sera jamais le même ordre de savoir qui va jouer en premier et tout. On tire un jeton, tiens, c'est ce personnage là qui joue, et donc voilà, ce scénario d'introduction, voilà, c'est vraiment fait pour apprendre le jeu doucement. Donc ça peut être quand même rébarbatif, parce que aller à la page là, et on avance doucement comme ça sur l'apprentissage des règles, et en même temps c'est bien parce que ça évite d'avoir on l'apprend en jouant. Donc il y a un petit peu un double effet, je dirais. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un jeu que j'ai pas l'habitude, justement, c'est l'aspect découverte. C'est-à-dire que on sait qu'on a une mission. Au départ, on sait pas trop, mais voilà, on se déplace sur le plateau. Tiens, je vais aller là. Tiens, je vais parler à lui. Peut-être que lui, il saura me dire quoi. Donc, si on rate notre mission, on refait le scénario et puis on ira voir quelqu'un d'autre. Donc, en ça, il est intéressant parce que finalement, des fois, presque, on n'a pas envie de gagner la première partie, parce que comme ça nous permet de voir d'autres choses. Donc, et c'est ce qui m'amène finalement à un point qui est un point, je sais pas si c'est négatif, mais en fait, c'est vrai que la rejouabilité peut être discutée, parce que quand on a réussi la mission,
On se dit à quoi ça sert que je la refasse. Mais on peut quand même la refaire parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités pour y arriver. Donc, si on y a utilisé une méthode pour y arriver, là, je spoil rien, mais par exemple, pour accéder au château, j'ai utilisé une méthode, mais en fait, il y a peut-être une autre. Donc, je peux très bien me dire, je refais le scénario pour essayer de trouver l'autre méthode. Donc, il y a 7 chapitres, et il faut savoir qu'à partir de la 4e, il y a une bifurcation. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 chapitres, mais il y a une vraie bifurcation dans l'histoire, complètement. Donc, ça veut dire que finalement, le 5, 6, 7, c'est pas qu'il est refaisable, c'est qu'il y a 2 histoires. Donc, finalement, ça en fait plus encore. Donc voilà. Donc après, il y a l'aspect, peu de stratégie. Donc si vous cherchez un jeu de stratégie, ça marchera pas. Hein. C'est vraiment une histoire d'aventure et j'essaye de résoudre ma mission coopérative parce qu'en plus, on va quand même aller chacun dans des endroits différents, mais on va en discuter. Et pour moi, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Voilà, franchement, j'ai hâte de continuer encore l'aventure. C'est un jeu que j'ai pas. Bon, c'est pas des jeux que j'ai fait. Je trouve que c'est quand même innovant dans son principe. Et je pense qu'on le redira dans le jeu que tu vas présenter plus tard, mais je pense que finalement, ils ont le plateau de jeu. Je l'ai dit, à chaque personnage, chaque histoire, un personnage va dire quelque chose de différent. Ils peuvent très bien ressortir un livre, garder les mêmes jetons, les mêmes choses, le même plateau, et ressortir un petit livret avec des nouvelles histoires pour continuer à jouer, ou même ils peuvent très bien renvoyer des petites, des petites cases en fait qui remplaceraient certaines. Et en fait, le jeu, il peut se continuer en gardant le plateau de base, mais en faisant des petites extensions avec des nouveaux chapitres, des nouvelles histoires. Et en ça, du coup, je sais pas ce qui est prévu. Par contre, j'ai pas d'infos. Mais pour moi, je vois pas ce qui les empêcherait finalement de faire vivre encore finalement ce jeu sans que du coup on se dise j'ai fait les 7 chapitres et puis du coup je le revends quoi. Ouais. Et là, il faudrait que je me renseigne parce que justement, pour savoir s'il faut que je le revende ou pas à la fin. Mais du coup, je pense que c'est faisable et j'espère qu'ils le feront parce que j'ai beaucoup aimé le jeu. Ouais, alors moi, j'étais pas hypé à sa sortie sans aucun argument valable. L'illustration de la boîte me parlait pas trop. J'ai fait une petite confusion dans ma tête, en plus, qui a aucun rapport avec Robinson Crusoe, mais j'ai mélangé. Ça commençait par Ro. Et c'était collaboratif. Et c'était un jeu, moi, que j'avais pas apprécié. Donc, j'ai pas été hypé. Je suis pas non plus, normalement, un grand fan de jeux narratifs. Trop de lecture, effectivement, ça m'ennuie aussi. Et Andorre, ça a été un de mes premiers jeux. C'était mon premier gros collaboratif, parce que j'avais découvert le collaboratif, comme beaucoup de gens, avec les Chevaliers de la Table Ronde, mais j'avais pas eu besoin de l'acheter. Donc, je crois que le premier que j'avais acheté, c'était Andorre. Peut-être Pandémie avant quand même, Pandémie. Et finalement, j'ai du mal avec Andorre, que je trouvais un peu plat. Finalement, tu répètes une partie, c'est les mêmes difficultés, j'ai fini par l'échanger. Et donc, tu vois, c'était des petits arguments qui me faisaient pas aller vers ce jeu-là. Après, théoriquement, je suis un fan de jeux collaboratifs, donc je devrais être hyper tenté par le fait de faire un nouvel essai, une nouvelle découverte. Donc on fera ça. Je pense qu'il faudra qu'on le fasse en C4. Je pense que c'est vraiment à tester, mais par contre, peut-être faudra que tu me le prêtes, toi. Faut dire que ça reste familial quand même, parce que justement, on peut penser que ça fait jeu, jeu de rôle, quoi. Pas du tout, en fait. C'est vraiment, on va se déplacer, on va essayer de parler aux personnages et dans des histoires assez. Entre le moment où tu l'auras fini et où ils sortiront les premiers nouveaux scénarios, tu me le prêteras, j'irai le jouer avec mes filles alors. Je suis pas sûre, j'espère qu'ils feront des nouveaux scénarios, mais on verra. Ok. Je continue. Alors, je vais pas parler tout de suite de celui dont on t'a dit que j'allais parler. Avant, je vais parler de Welcome to the Moon. Donc, pareil, qui était un des jeux que j'attendais beaucoup sur fin 2021. Alors, j'ai commencé à y jouer fin 2021, mais vraiment toute fin 2021. Donc, de quoi on parle ? On parle d'un jeu de flip and write, une espèce de variante au roll and write, de 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 30 minutes. C'est édité chez Blue Cocker. Et l'auteur, donc c'est Benoît Turpin, donc qui est notamment et surtout l'auteur de Welcome et toutes ses variantes, mais c'est également l'auteur et de Prestories également, et en co-autorat avec Alexis Allard, qui est l'auteur de scénarios et d'extensions pour Welcome et de Small Island. Et c'est illustré par Anne Heitzek. Je prononce mal, désolé, qui, outre les Welcome, a illustré Rest in Peace et When I Dream.
Alors, l'histoire de ce nouveau Welcome, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le troisième, à peu près, quatrième, ça dépend des versions qu'on compte, opus de Welcome. Et donc après Welcome to, vous construisiez des quartiers dans les villes américaines. Welcome to New Las Vegas, où là vous construisiez Las Vegas maintenant. Et Welcome to la petite mort, où là vous construisez rien du tout. Là c'est vraiment une extension de Welcome. Mais c'est un crossover. Donc bon, là, fallait pas construire, fallait tuer des gens dans les quartiers. Donc voilà. C'est dans cette suite-là. Et là, après avoir donc construit des maisons un peu partout, il est temps d'aller sauver l'humanité en construisant des habitations sur la Lune et donc de participer à toute la mission qui va... voilà, cet objectif Lune, quoi. Donc pour ce faire, niveau mécanique, c'est globalement exactement la même que les anciens Welcome, hein, en tout cas sur la base, quoi. À votre tour, donc tout à l'heure j'en parlais pour Cascadia, vous sélectionnez une paire carte action, hein, globalement, carte pouvoir, et vous appliquez, donc vous allez cocher quelque part le numéro que vous avez sélectionné, enfin marquer le numéro que vous avez sélectionné sur votre plateau de jeu, et utiliser le symbole qui venait avec ce numéro-là pour déclencher un pouvoir, une action, ou essayer de remplir une mission quelque part, quoi. Alors la grosse nouveauté ici par rapport aux autres Welcome, c'est que c'est pas un Welcome en fait, c'est 8 Welcome. Vous avez 8 plateaux de jeu différents qui peuvent se jouer indépendamment les uns des autres. Donc vous pouvez dire tiens on fait un Welcome to the Moon, ouais tiens on fait le plateau 5, pourquoi pas. Ou qui peuvent se jouer un petit peu en legacy, donc vous portez du 1 et puis vous faites le 2, etc. Et chaque plateau a une incidence sur les plateaux suivants. Donc là on a vraiment quelque chose qui est quand même assez original dans le monde du jeu, cette espèce de jeu multi-aspects qui peut être abordé en solo ou pas, ou en campagne ou pas, qui peut être rejoué indéfiniment. Ils ont opté pour des plateaux qui s'effacent, donc au Velleda plutôt que du papier. On perd par contre par rapport aux anciens Welcome la possibilité de jouer à 100. On l'a pas fait, mais moi j'ai joué une fois à 12 Welcome et c'était cool. Donc on perd cet aspect-là. Mais sinon, pour le reste, on reste quand même pas mal dans l'esprit, quoi. Donc voilà, premier point positif pour moi, c'est un peu ça, c'est déjà vous achetez un jeu qui coûte 30 balles, vous en avez 8. L'idée c'est ça. Après, en plus, toujours avec une super édition. Franchement, c'est du bon boulot, il n'y a rien à dire, quoi. Moi, j'ai toujours été un grand fan du premier Welcome, je l'avais repéré très tôt à sa sortie, et il est beaucoup sorti à la maison. Je crois que j'ai fini le premier bloc et j'en avais acheté un deuxième, donc je suis au deuxième. Et là, même si je joue un peu moins sur 2021, je viens de l'apprendre à mes filles, donc c'est reparti pour un tour, quoi. J'ai également Welcome to la petite mort, auquel je joue beaucoup moins, mais que je trouve rigolo, donc voilà, je suis client, quoi. Et je retrouve ce que j'aime, je retrouve un Welcome nouveau, et là, avec plein de grilles variées, toutes elles ont rien à voir, entre la 1 et ne serait-ce que la 3, il y a, je sais plus si c'est la 3 ou la 4, il y a tout un monde où tu dois changer, tu dois penser différemment, c'est pas le même niveau de difficulté, donc voilà, c'est à la fois pareil et pas pareil, donc je trouve ça assez cool. Personnellement, j'essaierai, mais j'ai un gros doute sur le fait que je fasse le mode campagne. Après, moi, c'est un défaut qui est tout personnel, hein, j'en parlais tout à l'heure. J'ai le Kickstarter de Wonderful World, donc j'avais avec le mode campagne, je l'ai jamais fait. Maracay Ball, mode campagne, je l'ai jamais fait. Et du coup, j'ai un gros doute sur le fait que je ferai celui de Welcome. Mais bon, il y a des gens, voilà, je suis peut-être juste pas la cible, il y a des gens, je suis sûr, pour eux, c'est un des gros avantages du truc, quoi. C'est contraignant et ça prend du temps, les modes campagne. Ouais, et puis il faut les mêmes groupes de joueurs, et puis voilà, on pourrait faire ça ensemble, mais on est aussi le groupe de joueurs où on a le plus de jeux à tester, du coup on a du mal à faire les campagnes. On en reparlera parce que c'est pas tout à fait vrai en ce moment, je trouve, mais voilà, quoi. Le petit point négatif que certains vont lui trouver, et toi la première, c'est que 8 plateaux de jeux différents, c'est 8 fois plus de règles quelque part à retenir, donc quand vous prenez un plateau, vous avez tendance à devoir aller vérifier vite fait comment marchent les pouvoirs, les différents éléments et quels sont les objectifs, quoi. Moi je trouve ça pas vraiment gênant parce que c'est light et ça prend 1 minute 30 et après direct vous jouez. Donc moi ça me freine pas. Globalement c'est voilà, dans la droite ligne d'un Welcome, j'avais dû lui mettre 9 sur 10 à Welcome. Pour l'instant j'ai mis 8 à celui-là, mais je sais pas pourquoi en fait. Pour moi il est aussi bien que les anciens. Et
Et vu que j'ai la chance de jouer et chez moi et au boulot, j'ai laissé Welcome à la maison pour jouer avec mes enfants, et j'ai mis Welcome to the Moon au bureau pour jouer avec les collègues, et du coup en ce moment je joue aux deux, donc c'est trop cool. Bah moi je vais être la seule dans le monde ludique à penser ça. Non, je suis un peu dubitative. En fait, finalement c'est un très bon jeu, et je peux pas dire que c'est mauvais. C'est pas la question. C'est que est-ce que c'est adapté à moi? Ce qu'on disait, bah peut-être pas, parce que déjà moi j'ai beaucoup de jeux à cocher. Pas moi. Donc voilà, donc déjà comme j'en ai beaucoup, bah tu vas me dire ouais, ça c'est bien, ça t'en fait 8 de plus. Bah ouais, mais du coup moi quand je vais sortir un jeu à cocher, bah justement je vais sortir un jeu que je le sors celui-là. Là c'est déjà je sors celui-là, et quelle grille je vais faire. Bon, et en plus je sais pas si c'est peut-être moi, hein, mais j'ai eu vraiment du mal j'ai fait les 8 grilles moi. Donc et c'est vrai qu'elles sont vraiment toutes différentes, et du coup moi les règles, à chaque fois, les actions étaient pas les mêmes, ça apportait pas. Enfin, du coup, moi, j'ai eu du mal quand même avec les règles. Donc, faut savoir qu'il est pas aussi accessible que Welcome. Ouais, non, on est d'accord. Clairement, si vous dites j'ai envie, j'ai essayé, il fait même un peu peur au début. Hein, moi qui suis un habitué de Welcome, quand j'ai reçu celui-là et que j'ai voulu lire les règles tout seul pour me lancer, j'ai fait wow. Ah oui, non, c'est ça. Alors qu'en fait, donc, quand on joue, y a pas de problème. Mais c'est vrai que les 8 plateaux sont vraiment différents. C'est un super point positif, et en même temps, bah, ça en perd en accessibilité. J'ai commencé le mode campagne, mais je suis qu'à la 3e grille. Donc, mais c'est vrai que par contre, le mode campagne, pour l'instant, ça apporte des petites choses. Voilà, petites modifications de plateaux. Donc, en soi, je pense que le mode campagne est intéressant. Bah, sûrement, ouais, du coup, donc c'est intéressant, puis ça apporte pareil, c'est des petits paragraphes, donc c'est pas beaucoup de narration, et moi ça j'aime bien, parce que j'ai pas envie que ça passe 10 ans à lire, si en plus il faut revoir chaque grille et les règles à chaque fois. Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que les plateaux, c'est une bonne idée d'avoir fait des plateaux effaçables. Ça en soi, je trouve que c'est bien. Et donc voilà, maintenant je vais continuer quand même la campagne, mais c'est vrai que dans le jeu un peu familial comme ça, j'avais acheté My City. C'était plutôt des polyomino, mais en mode campagne, etc. Avec la possibilité aussi d'avoir une grille qu'on joue tout le temps là, pour faire des parties uniques. Et finalement, le mode campagne, je l'ai commencé, j'ai du mal à le finir, et j'ai peur que ça fasse pareil pour Welcome to, et que du coup, quand je veux sortir un jeu à cocher, bah pour moi, ça va être plus facile de sortir un Welcome to que Welcome to the Moon, et j'ai peur finalement il va rester prendre la poussière un peu. Non, mais en fait, ça en fait pas un mauvais jeu, mais ça fait que du coup, il va. Pour l'instant, chez moi, je suis pas sûre qu'il va. Je pense que je vais finir la campagne une fois, et puis après. Tu le revendras facilement. Ouais. Moi, un autre aspect en fait un peu positif que justement je lui trouve, le fait qu'il y ait 8 plateaux, il a un vrai goût de reviens-y. C'est tu finis un plateau. Typiquement, je parlais d'où il est au bureau, on va faire une grille le midi, et en fait direct. Alors du coup, le mode campagne pourrait fonctionner, mais c'est vrai que du coup on se dit on se refait une pause à 4 heures, on fait la 2e grille, on a envie de progresser comme ça à notre rythme de grille en grille, et on rejoue au même jeu, mais en progressant, et ça c'est relativement nouveau par rapport aux anciens Welcome, c'est que vraiment t'as envie de ressortir le même jeu, je trouve. Mais c'est vrai, hein, voilà, je pense que c'est vraiment parce que moi j'ai beaucoup de jeux à cocher. Je pense que quelqu'un qui démarre, qui dit moi là il a un jeu complet avec plein de possibilités, et franchement c'est une super acquisition. Mais c'est vrai que dans mon cas, j'ai un petit... Après, c'est pareil, si on devait le conseiller, si quelqu'un veut découvrir un peu le roll and write ou le flip and write, moi, très rapidement, je lui conseillerais Welcome, mais est-ce que je dirais à quelqu'un, prends Welcome to the Moon directement sans passer par le premier? Ce serait une question... j'ai pas la réponse. Si on lui guide pour les premières parties. Ouais, tout à fait, ouais. Bon. Mais non, mais c'est top, faut y aller quand même. Oui, c'est... Alors, 3e et dernier pour toi. 3e et dernier, je vais choisir. Je choisis pas, j'ai préparé. Je vais parler de Canopée, qui est un jeu 2 joueurs sur la boîte, mais dans le livret de règles, il propose une variante 3-4 joueurs. Je sais pas pourquoi du coup ils mettent 2 joueurs. Enfin, en gros, c'est un jeu 2 joueurs. Donc, c'est mis 8 ans sur la boîte. C'est Tim Eisner en auteur, et c'est Vincent Dutray. Dont on va reparler tout à l'heure. Et c'est édité chez Lucky Duck Games. Donc le but, c'est de faire croître sa forêt tropicale et la rendre la plus luxuriante possible. Comment ? En fait, on va faire pousser des arbres, on va accueillir des plantes tropicales, et on va essayer d'attirer la faune
C'est dans presque cette forêt. tellement le pitch de photosynthèse. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est beau, c'est la nature, c'est plutôt un jeu de collection. On va essayer d'avoir des cartes parce que chaque carte va scorer d'une certaine manière. Donc ça se passe en 3 saisons, donc 3 manches. Et en fait, on va avoir 3 piles croissance. Et on va choisir parmi ces piles. Alors la mécanique, c'est un jeu dont on a parlé dans un précédent podcast. C'est un peu une mécanique à Tucano. C'est-à-dire qu'on va avoir des piles. Par contre, elles vont être toutes face cachée. Et on va, par exemple, moi, à mon tour de jeu, je regarde la pile 1. Je regarde ce qu'il y a. Si ça me plaît, je le prends. Si ça me plaît pas, je la repose, on rajoute une carte dessus. Je regarde la deuxième pile. Si ça me plaît pas, je la repose, on met une carte dessus. Donc les cartes qu'on veut pas, finalement, les piles vont s'agrandir pour avoir plus de cartes la fois d'après. Mais du coup, et voilà, la troisième pile, je la regarde. Là, je décide, pareil, si je la prends, si je la prends pas. Si je la prends pas, bah là, je prends la première de la pioche, tant pis pour moi. Et c'est au hasard. Mais sinon, après, je prends la troisième pile et puis je la mets. Donc il y a ce côté, je regarde et là, est-ce que j'aurais mieux après, est-ce que j'aurais pas mieux après. Donc il y a ce côté un peu prise de risque, quoi, qui est vraiment, qui apporte de la tension, qui est vraiment intéressant en disant, est-ce que vaut mieux que je prenne ça ou est-ce que je regarde, allez, on est tenté, on dit, tant pis, je regarde la pile d'après, tu fais, oh non, et avec que des trucs mauvais, parce qu'il peut y avoir des choses aussi mauvaises dans la forêt, des maladies, du feu, qui vont pouvoir, finalement, avoir des effets négatifs. Donc on va comme ça recruter des cartes jusqu'à que le paquet 1 soit fini, et là on fera un décompte de points, paquet 2, et on va faire des décomptes intermédiaires, comme ça, il y en aura 3. Donc, comme j'ai dit, il y a 3 choses. Il y a ces arbres qu'on va faire pousser, donc en fonction de la hauteur de ces arbres et de la de la canopée, donc le titre du jeu, donc la partie le feuillage, va rapporter des points en fonction des arbres qu'on aura fait. Les fleurs, en général, elles vont rapporter des points en fonction si on en a 1, 2, 3. Il y en a, c'est en fonction de si on en a moins de 3. Il y en a si on a plus de 3. Enfin voilà, chaque plante va scorer d'une certaine manière. Et on a les animaux, et les animaux, ils vont par paire. Si on a un couple d'animaux, on marquera 5 points. Et donc sur les 2 animaux, il y en a un qui fait le fait que quand on a une paire, ça en fait 5. Et l'autre animal du couple, lui, il a un pouvoir. Et donc ces pouvoirs sont vraiment intéressants parce qu'on pourra pouvoir les activer une fois par manche. Ce qui en fait du coup savoir quand utiliser ses pouvoirs. Finalement, ça fait un petit jeu stratégique qui est accessible, mais qui est pas... Il est accessible, mais il est intéressant à jouer. Parce on peut utiliser ses pouvoirs, on dit je fais ça... Enfin, moi, j'ai été vraiment... j'en attendais pas... je me disais que ça allait être sympa. J'en attendais pas grand-chose. Et j'y ai déjà joué 3 fois, je crois. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment très agréable à jouer, très intéressant. Je m'ennuie pas. On a eu un peu peur de se dire, mince, en fait, finalement, c'est toujours pareil. C'est les mêmes cartes. On va rejouer pareil. Et en fait, ils ont proposé beaucoup de variantes déjà dans le jeu. Donc déjà, il y a des animaux plus compliqués qu'on peut rajouter, qu'on peut mélanger. Il y a des cartes saison qui font que à chaque saison, donc comme je dis, il y a 3 manches, donc 3 saisons, à chaque saison, on peut lui attribuer une caractéristique, que finalement, une telle plante fera que c'est mieux d'avoir celle-là, ou si on n'a pas d'animaux, ça fera ça. Enfin, du coup, les cartes saison aussi apportent quelque chose, et elles seront toutes différentes, parce qu'il y en a beaucoup. Non, franchement, il y a déjà pas mal de variantes, et finalement, la rejouabilité est plutôt bonne, parce que c'était peut-être une petite question. Et en fait, non, on s'ennuie pas, et clairement, les parties vont être à chaque fois différentes, parce qu'on va pouvoir mélanger différentes plantes, différentes, un peu comme Cascadia dont on parlait, où en fait, un même animal va pouvoir avoir 2 façons de scorer différemment. Et là, c'est pareil. Donc, pour moi, je le trouve beau, en termes d'illustration, etc. Il est fluide à jouer. C'est une interaction pas méchante, parce qu'il faut quand même vérifier, parce que justement, quand on va regarder sa pile, faut se dire, est-ce que finalement la carte va intéresser l'autre. Donc, est-ce que je la prends pas juste pour pas la laisser à l'autre. C'est ça. Donc ça, quand même, justement, ça faut vraiment faire attention. Et puis, donc les variantes de jeu. Donc ça, c'est pour les points positifs. Et puis, en termes de négatifs, pour moi, ça reste un jeu classique. Du coup, il révolutionne rien non plus. Mais par contre, les 2 mécaniques en fait de prise de risque de piles et puis de collection marchent bien. Ils l'ont limité à 2 joueurs. Finalement, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que c'est bancal à 3 ou 4. Sûrement, mais du coup, c'est vrai que ça peut être un petit point négatif, justement, de se dire, mince, il est limité à 2 joueurs. Et après, je risque de ne pas y jouer, du coup. C'est ça qui est dommage, voilà, par exemple. Et après, il y a le côté frustrant de se dire, la carte, elle tombe pas, on attend quelque chose. Comment on fait faire une collection
peut-être qu'elle est dans le paquet de la 3e saison, elle arrivera jamais, mais ça, voilà, ça fait partie du jeu. Comme j'ai dit, moi, ces parties-là me gênent pas quand ça reste des jeux courts. Voilà, quand c'est des jeux de 3 heures où il y a ça, c'est embêtant. Là, bon, bah, tant pis pour moi pour cette partie, puis on en fait une autre. Mais voilà. C'est combien de temps une partie, du coup? Ouais, je pense que c'est une demi-heure, je pense. Ça... Et encore, ça peut aller plus vite si on choisit vite ses piles. Parce que finalement, on peut pas vraiment anticiper et faire de la grosse stratégie. C'est un gros Tucano, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il est vraiment, vraiment intéressant à jouer. Je le conseille parce que c'est vrai qu'on peut passer à côté. Et je pense que ça peut vraiment plaire en termes de tout. Bah, je n'en connais que la boîte. Ouais. J'ai pas vu le jeu, je me suis pas renseigné plus que ça pour le coup. Mais bon, peut-être qu'à l'occasion, si un jour avec tous les deux. Ouais, je le ferai tester. Bon alors, j'attaque mon dernier. Pareil, enfin, hein. Il était temps qu'on en parle de celui-là. Ouais. Donc je vais parler de Oltré. Oltré, c'est un jeu de rôle coopératif et narratif sur plateau. Et c'est pas un jeu c'est pas un jeu Legacy, y a pas de campagne. Donc c'est de 2 à 4 joueurs pour des parties. Alors sur la boîte c'est mis 2 heures, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est pour des parties de 45 minutes ou 1h30. Bon, on va dire 1h30, 1h45. À partir de 8 ans, pareil, j'ai un petit doute un peu perso là-dessus. Moi, tu vois, je vais attendre un peu, je pense, avant de le faire découvrir. Je sais pas si ça va intéresser. Ils peuvent y jouer, mais est-ce que ça va les intéresser vraiment? Ouais. Je sais pas. Bah, c'est pareil, on en reparlera, mais bon, il y a tout le côté un peu jeu de rôle, je suis pas sûr qu'à 8 ans, on se plonge là-dedans. Donc, c'est un jeu de Antoine Boza. Est-ce que c'est nécessaire de présenter Antoine Boza? Donc, c'est auteur de Seven Wonders, Ghost Stories, l'excellent Samurai Spirit, Draftosaurus, j'en passe, c'est des meilleurs. Et de John Grumpf. Grumpf, je ne sais pas. Donc, un monsieur qui n'a pas fait de jeu de société, et pour cause, parce qu'en fait, c'est l'auteur du jeu de rôle Oltré. Oltré est un jeu de rôle à la base. Et donc, c'est illustré par Vincent Dutray, qui a illustré, donc, notamment, tu viens de nous en parler, Canopée, mais qui a illustré le ô combien excellent Lueur, dont on a parlé dans l'épisode précédent, Jekyll and Hyde, Lewis and Clark, Augustus, plein de jeux. Donc voilà, qui a un trait qui est pas consensuel. Même d'une boîte à l'autre, moi il y a des boîtes que j'aime beaucoup, et typiquement Jekyll and Hyde, quand même un petit elle peu. est cool, pas toujours. Quand tu compares, Lueur, Lueur il il travaillait... Il a pas un coup de crayon arrondi, on va dire. Oui, non. Non, et puis des fois, ouais. Enfin, voilà, c'est pas consensuel. Mais voilà, enfin, c'est genre, de prime abord, Oltré, typiquement, je le trouvais pas très joli, et finalement, quand tu l'as, c'est une super édition, donc il est très bien, quoi. Ouais. Alors, de quoi il retourne? Alors, dans Oltré, en fait, il faut vraiment se dire, je vais le dire après, ça, que c'est un jeu de rôle. Donc, c'est un jeu de rôle à la base. Oui, à la base, mais là, je trouve pas qu'on se met dans un rôle. On est les chevaliers d'un royaume déchu, qui vont faire ce qu'ils peuvent pour protéger les habitants et redonner de sa superbe, de sa gloire au royaume passé, auquel on a prêté allégeance. C'est quand même du gros pitch de jeu de rôle à la base. Mécaniquement, donc là on revient dans le jeu de société. Donc à son tour, on va d'abord faire avancer l'histoire, soit en la faisant, soit vraiment en faisant avancer le scénario. Il y a une sorte, on avance un jeton en fait, et donc soit on fait avancer le scénario, soit on va créer des péripéties, soit on va créer des événements qui peuvent être ponctuels ou un petit peu dans la durée, ou soit on va générer des problèmes qu'il nous faudra résoudre. Puis on effectue seulement, à son tour de rôle, donc 2 actions. Alors on peut aller chercher des ressources, résoudre les fameux problèmes, vivre une péripétie, construire ou réparer des bâtiments. Dans tous les cas, ça va très vite. 2 actions, des fois vous mettez... si vous savez ce que vous devez faire, vous mettez 20 secondes à jouer. Hop, je fais une ressource, je me déplace. Bim, voilà, vous avez fait 2 actions. Suivant, donc ça va assez vite. Et donc on avance dans l'histoire qui au fur et à mesure se dessine, et nos objectifs quelque part vont se préciser. C'est beaucoup dire, parce que globalement quand la fin de l'histoire arrive, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire, mais on va se dire c'est possible qu'il faille combattre à tel moment, ou peut-être qu'on aura besoin de connaissances, donc on va peut-être construire des bâtiments qui nous amènent ces éléments-là, quoi, etc. Donc mon avis, alors déjà, un premier aspect, donc je l'ai dit dans la présentation, c'est un jeu qui se veut narratif. Alors encore une fois, comme tu disais pour Robin des Bois, c'est du narratif hyper léger. C'est toujours qu'un petit paragraphe, et c'est pas toutes les cartes.
Donc moi pour le coup qui ai du mal normalement avec ce genre de choses, là je trouve ça vraiment fluide, et le fait que ce soit des petits paragraphes qui tombent à des moments comme ça, toujours un petit peu de, ça te met la pression et tout. Et vu qu'il est tiré d'un univers de jeu de rôle, j'ai vraiment envie de le vivre comme un jeu de rôle, et je trouve que c'est rigolo de mettre les intonations du mode oui, vous partîtes 500, et enfin, je sais pas, je le trouve vraiment fun sur ces aspects-là, donc un narratif qui marche bien, vraiment. Je trouve que ça c'est, ils ont bien réussi ce truc-là. C'est assez difficile. Je le trouve quand même assez difficile finalement, souvent parce que globalement, souvent on sait pas ce qu'on doit faire en fait. Donc on fait des trucs, on se dit bah on va faire un bâtiment, on va faire des ressources, et puis finalement vous vous rendez compte en fin de partie que bah, c'est pas tellement ça qu'il fallait faire. Donc vous allez avoir tendance à perdre des scénarios, bah, parce que vous saviez pas ce qu'il fallait faire. Mais c'est pas grave, parce que la bonne nouvelle c'est que du coup vous allez pouvoir les refaire en ayant une meilleure idée de ce qu'il faut faire. Faut savoir également que, mais ça c'est un petit peu inhérent au jeu de rôle, justement, bah forcément il y a des dés, et qui dit dés dit chance. Donc bah il y a des jours où vous avez la poisse et puis vous aurez jamais ce que vous voudrez au dé. On a eu un cas dramatique il y a quelques jours, de quelqu'un qui est incapable de faire la moindre réussite au dé. Et bah voilà, bah c'est pas la bonne soirée. Alors peut-être que ça vaut le coup d'essayer de construire un bâtiment qui réduit la chance, etc. Oui, c'est ça. On peut contrer ça quand même. Mais voilà, on n'a pas une maîtrise à 100% du jeu sur le truc, quoi. Donc comme je disais, graphiquement, au niveau de l'édition, c'est vraiment une belle édition. Il y a un beau plateau de jeu qui est assez gros. Il y a plein de petits matériels chouettes. Ils ont même bossé la boîte pour qu'il y ait des petits compartiments pour ranger tout. Bon, ça sert à rien, mais c'est cool, c'est bien fait. Les petits pions chevaux, Les petits, ouais, qui sont assez costauds, Oui. assez quali aussi, et qui arrivent avec les autocollants déjà collés dessus. Et ça, c'est quand on est complètement pas doué avec ses doigts comme moi, bah c'est super cool, parce que c'est quand moi je mets les autocollants, ils sont pas en face des chevaux, et voilà, donc là ils arrivent déjà collés, j'étais super content. Donc ouais, une chouette édition. Un point que je trouve fort aussi, c'est la maîtrise de la durée de jeu. En fait, il y a deux types de campagnes. Il y a des campagnes courtes et des campagnes longues. Et clairement, les campagnes courtes, toutes celles qu'on a fait, ça durait 45 minutes. Mais franchement, à 2 minutes près, quoi. Donc, c'est hyper bien ciblé. Les longues, quand on a perdu en 1h30. Quand on gagne, on fait 1h45, 1h, peut-être un poil plus. Mais c'est vraiment maîtrisé. Donc vous savez vraiment dans quoi vous vous embarquez. Si vous décidez de faire plusieurs jeux dans la soirée, vous savez que voilà, Oltré, bah, vous lui consacrez 45 minutes, vous faites une campagne courte, c'est 45 minutes, il n'y a pas de problème. Et ça, je trouve ça, bah, au jour d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment intéressant de bien savoir dans quoi on s'engage, quoi. Et puis du coup, bah, vu que la durée elle est maîtrisée, bah, on recommence facilement en fait, parce que c'est facile de se dire, bah, on peut relancer un Oltré parce qu'on sait que ça va durer tant de temps. Donc voilà. Je trouve que, alors, le point fort et le point faible, en fait, pour moi, le truc qui fait que... Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que globalement, le jeu, depuis 2 semaines, on a dû faire 8 parties, ou Ouais, 7. moi, je suis à 6, je crois. Ouais, donc, ouais, moi, je suis Toi, un t'en as poil fait plus. Donc, clairement, quand on voit qu'il y a des jeux qu'on sort 3 fois par an, enfin, c'est une vraie réussite. On les enchaîne presque plus vite qu'on enchaîne le Dilemme du Roi. C'est plus facile à ressortir de l'un à l'autre, alors qu'il y a... Et pourtant, c'est pas un jeu legacy, je veux dire, il n'y a pas de campagne. On peut en faire une à un moment, et on peut jouer un an après la suivante, et ça porte pas à conséquence. Mais le fait est que nous, on est là en mode, ouais, on a fini la 2, on fait la 3, quand est-ce qu'on fait la 3, etc. Donc ça marche vraiment. Tout le monde est content de le sortir, quoi. Donc moi, ce que je disais, son point fort et son point faible, donc c'est l'aspect jeu de rôle. Clairement, je pense que c'est un peu le Graal du jeu, d'une partie des joueurs, des joueurs au sens large, c'est-à-dire des joueurs de jeux de rôle et des joueurs qui sont aussi joueurs de jeux de société, c'est de trouver le bon mélange entre ces deux univers-là. Typiquement, dans mon cas, moi j'ai été joueur de jeux de rôle quand j'étais ado, jamais été un grand fan absolu et un expert du truc, mais voilà. Et maintenant je suis un joueur de jeux de société, et c'est clair que en tant que tel, et les gens que je connais qui sont comme moi, on a tous envie de se remettre au jeu de rôle, mais on n'a pas le temps, donc c'est trop compliqué et tout, donc on est tous en train de rechercher le jeu de plateau qui va se rapprocher du jeu de rôle, qui était un discours qui était porté d'ailleurs à l'époque par Andorre, hein. J'avais acheté Andorre exactement pour la même raison, quoi. Et là, avec Oltré, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche, qui se rapproche du jeu de rôle. C'est-à-dire que l'histoire, elle peut vraiment être racontée, on a presque l'impression d'avoir un maître de jeu avec le scénario qui avance et tout, les péripéties qui se produisent, les dés, on sait pas où ça va. Tout ça, pour moi, c'est du jeu de rôle. Ça marche.
mais c'est aussi le petit côté négatif, le truc qui m'empêche de lui mettre 10 sur 10, c'est encore pas un jeu de rôle, mais parce que vous avez un personnage qui a un pouvoir et qui perd un peu d'énergie, machin et tout, mais vous n'avez pas des caractéristiques de personnage comme dans un jeu de rôle, mais c'est ça qui rend le jeu de rôle différent, c'est que ça prend tellement de temps à préparer, à mettre en œuvre ces choses-là, que c'est assez rare qu'on le retrouve dans le jeu de société. Donc voilà. Il est très bien, mais c'est vrai que bon, je pense que c'est impossible de satisfaire vraiment quelqu'un qui cherche un jeu de rôle, quoi. Donc voilà, je reviens sur l'aspect narratif et donc jeu de rôle. Voilà, les péripéties, tous les événements, ça se lit vraiment comme si vous aviez un narrateur. Pour moi, il y a un vrai narrateur qui est simulé dans ce jeu-là, et ça, c'est vraiment bien fait, quoi. Et il faut vraiment le jouer comme tel, c'est-à-dire que souvent, en fait, quand par exemple vous devez vivre une péripétie, c'est bien précisé, en gros, vous choisissez vous êtes sur une case, il y a plusieurs péripéties, vous prenez celle de votre choix en fonction du titre, vous n'avez que cette information-là, et vous la passez à votre voisin. C'est lui qui va devoir vous la lire, parce qu'il peut y avoir des choix à faire, etc. Donc faut pas que vous découvriez, vous, les résultats. Et ça, c'est bien fait. Mais en plus, votre voisin, il faut vraiment jouer le coup il vous expose le petit paragraphe narratif, il vous dit, ok, maintenant, tu fais ça ou tu fais ça. Et point barre, faut pas aller plus loin. Faut pas dire, là, tu vas gagner ça, et là, tu vas perdre ça. Parce que sinon, tu perds tout le côté jeu de rôle du truc, quoi. Alors que là, je trouve que, en faisant attention à ça, en disant, voilà, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça, ok, il se passe ça. Et surtout, ne dites pas ce qui se serait passé autrement, ou le moins possible, de façon à garder une bonne rejouabilité au jeu, même si effectivement, vous en rappellerez pas de tout la fois d'après, mais garder, l'immersion dans le jeu, elle marche vraiment avec ça. Donc voilà, dernier point, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec Robin des Bois. Donc la durée de vie, déjà les scénarios, vous pouvez les refaire autant de fois que vous voulez, parce que les dés, les cartes, ça se passera pas pareil. Les scénarios sont décorrélés des missions, et les missions apportent le niveau de difficulté. Donc de toute façon, voilà, il suffit de faire un scénario et de changer les missions, et c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes cartes. Donc de toute façon, c'est assez facile de varier la rejouabilité du jeu. Donc je pense qu'elle est vraiment excellente. Si vous faites un scénario un jour, le lendemain vous le faites avec d'autres joueurs, ce sera pas la même histoire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense que le jeu, il est parti pour avoir une belle durée de vie, parce que là, de toute façon, on a fait, même si on compte que les parties qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire 6 parties, on a fait que 2 scénarios courts et 2 scénarios longs. Et il y en a eu 8-9 en tout, avec le supplémentaire. Donc on a de la marge, je serais surpris qu'on aille jusqu'au bout. Oui, déjà, oui. Donc voilà. Et au-delà de ça, c'est hyper facile pour eux derrière de sortir à 5 €, j'aimerais bien, des petites pochettes avec des nouveaux scénarios qui réutilisent juste le matériel existant. Je veux dire, il y a encore moins de fringues dans Robin des Bois. Oui. Le jeu est fait pour ça. À côté de ça, ils peuvent créer des nouveaux persos, ils peuvent faire des nouveaux plateaux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc je pense que franchement, et ça c'est pareil encore, une fois pour moi ça rejoint le jeu de rôle. En gros vous avez la boîte dans votre étagère, et puis vous venez racheter des scénarios, des petits bonus de temps en temps, et le jeu il a une durée de vie infinie. Donc je trouve que c'est cool. Voilà, son seul défaut, c'est de pas être un jeu de rôle. mais tout le reste c'est quasiment sans faute. Moi c'est vraiment un gros coup de cœur aussi pour Roll-Tray en fait. J'hésitais à l'acheter, puis tu cherchais un coop, je t'ai un peu forcé la main pour que tu t'y ailles, et je pense que tu regrettes pas du coup. Non. Moi j'hésite à me le prendre pour moi, mais je me dis c'est un peu dommage puisque finalement on va jouer ensemble beaucoup. Mais c'est vrai que moi ce que j'aime, c'est ça revient au même que les autres jeux que j'ai pu citer, c'est un narratif court, c'est des tours de jeu rapides. Parce que voilà, comme on dit, ça peut être, on sait ce qu'on fait, ça va très vite, et on s'ennuie pas, quoi. Même si des fois on a fait un scénario d'1h30, on voit pas le temps passer. Alors pourtant on fait on fait des tours de jeu rapides, et pourtant on voit pas le temps passer et on est dans l'histoire. Et non, franchement, moi c'est. Et le fait que tu utilises de toute façon les cartes, typiquement les péripéties des autres joueurs, de toute façon c'est pareil, ça t'entretient. Oui, de toute façon on joue tout le temps finalement ensemble, parce que oui, on lit les cartes des autres, etc. Et donc comme tu disais, je pense que ils attendaient peut-être de voir aussi si le jeu allait marcher. Et je pense que clairement le jeu c'est un succès, je pense, en magasin. Donc moi je pense que c'est sûr même qu'ils vont continuer. Et comme tu disais, là, les scénarios, contrairement à Robin des Bois, où c'est un vrai livre et tout, c'est plus compliqué de recréer un livre et tout.
Là, c'est des petits scénarios, c'est des cartes. Alors en fait, il suffit de ressortir un petit paquet de cartes avec une histoire. On le voit parce que moi, en achetant le jeu, j'ai eu un scénario en plus. Oui, c'est ça. Donc on voit bien qu'ils peuvent faire des scénarios comme ils veulent. Voilà. Donc le plateau est fait et voilà. Le truc qui peut être frustrant, c'est que finalement, oui, les tours de jeu sont très rapides et que finalement, on peut pas vraiment développer quelque chose. Et comme tu disais. Le déplacement coûte une action, et donc faut éviter de se déplacer, et du coup, finalement... On refait souvent les mêmes actions. Ouais, parce que du coup, parce qu'on veut éviter de perdre d'une action à se déplacer, et c'est peut-être le seul petit bémol. En gros, nous, maintenant, on est rendu dans notre façon de jouer à un moment où, en gros, on dit, OK, en gros, dans la partie de l'objectif de ton personnage, ça va être ça, donc tu vas faire pas mal ça, et toi tu vas faire pas mal ça. Alors des fois on se trompe, et puis où les péripéties font qu'on ça se mélange. Mais c'est vrai que le déplacement coûte extrêmement cher, tu vas te spécialiser, quoi. Ouais, parce qu'on va rester au même endroit, à nettoyer une zone, parce que du coup on va éviter de se déplacer, puisque si moi je me redéplace, quelqu'un se redéplace, on perd à chaque fois une action, et on l'a vu dans les premières parties où on s'est fait marcher dessus par le jeu. Parce que je pense que il faut optimiser ses actions, et du coup ça peut être un petit peu peut-être répétitif, mais l'histoire justement fait que et le coopératif fait qu'on discute ensemble. Donc même si on fait la même chose, on l'a discuté avec les autres et on joue tout le temps finalement. En fait, ce qui est tes actions à toi, souvent tu les as discutées avec les autres comme un vrai collaboratif où on parle beaucoup en mode OK, là moi je vais jouer ça, mais c'est pour que après alors c'est plus une discussion. Toi tu fais ça pour qu'après lui puisse faire ça, pour qu'après lui puisse faire ça. En gros, tout le monde décide un petit peu des actions de tout le monde. Ça c'est dans le choix des actions. Mais là où il y a un vrai côté, c'est ton jeu, ton personnage, et tu décides, typiquement tu fais une péripétie, et OK, tu veux faire ça ou tu veux faire ça. Et là, les autres, ils peuvent éventuellement t'influencer, mais il y a que toi qui décides, quoi. Donc, encore une fois, pour moi, on est proche du jeu de rôle avec ça, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Bon, comme on disait, l'illustration, pour moi, c'était pareil. Au début, j'étais là un peu hésitante, mais après, une fois qu'on y joue, ça marche bien, et franchement, pareil, avec Robin des Bois, je pense que c'est les 2 gros coups de cœur de la fin d'année, Ouais, non, mais celui-là, clairement, un dernier point sur lequel je voulais revenir, mais en guise de bilan, en fait, de ce qu'on a dit sur tous les jeux dont on a parlé là, je trouve qu'il y a vraiment une façon de faire, là, quelque chose qui se démarque dans les jeux qui sortent maintenant. On l'a vu sur Link Forest, on l'a vu sur Oltré. C'est 2 choses, c'est déjà les tours de jeu simultanés. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant les jeux où il faut attendre que les autres aient fait leur choix, aient fait tout leur tour pour que toi tu joues. Maintenant quand un jeu sort comme ça, alors c'était le Graal il y a 15 ans, maintenant quand un jeu sort comme ça, il est un peu... on sait qu'il va se faire défoncer un peu, quoi. Donc on voit bien que c'est les éditeurs, les auteurs luttent contre ça. Dans un Living Forest. Et l'autre aspect vraiment marquant de cette fin d'année, je trouve, c'est le narratif court, avec des brefs chapitres, où là, ça y est, ils arrivent à amener le narratif dans le jeu sans que ce soit pénible. Ouais. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Il y avait déjà eu dans Above and Below, Lenny Renfar, tout ça. Et puis même, là, il y a quand même beaucoup de jeux narratifs. On voit Sleeping Gods, Forgotten Water. Enfin, il y en a plein. Le Dilemme du Roi qu'on joue. Franchement, c'est vrai que le narratif a vraiment... Et tu vois, le Dilemme du Roi, pour moi, ils sont pas encore dans le narratif court. Non, c'est pas du narratif court. Et incisif comme les Oltré, quoi. Oui, non, c'est sûr. Parce que Oltré, il y a quand même ce jeu de plateau avec des actions. Là, il n'y a pas d'action c'est vraiment... Mais tu vois, je sais pas, je les trouve assez comparables. Le Dilemme du Roi, où t'es censé aussi te projeter un peu dans le jeu de rôle et compagnie. Oui. Mais c'est quand même plus gros, plus complexe et moins incisif, quoi. Mais c'est vrai, le narratif, c'est un peu le truc fort que les éditeurs... J'ai plus peur de notre capacité à aller à la fin de Dilemme du Roi qu'à la fin d'Oltré. Ouais. Non, on ira à la fin. On va y aller, Alors, maintenant, qu'est-ce que tu attends dans les semaines et les mois... Disons déjà les semaines qui viennent, ce sera pas mal. Eh pour une fois, ça va être assez léger. Et oui, car on va lever le pied. Non, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a beaucoup de sorties encore, mais je sais pas, je suis un peu moins... Peut-être parce que j'ai trop, alors du coup, maintenant, là, ça me parle moins, ou je fais plus attention. Combien t'as de jeux maintenant ? Je sais pas, je suis à 180, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mais je commence à revendre, il faut à un moment donné. Non, là, j'ai été un petit peu hypée par une nouvelle gamme là qui s'appelle Echo, chez Ravensburger, qui est des petits jeux. Alors moi, c'est dans ce que j'aime bien un peu de tout ce qui est escape, mais c'est audio cette fois. Donc en fait, on va avoir des petites cartes
on va les scanner, et ça va nous donner des pistes audio qu'il va falloir remettre en forme pour élucider un mystère. Ouais, j'ai fait passer ça, ouais. Et déjà moi c'est le type de jeu que j'aime bien tester. J'ai fait beaucoup tous les crime zoom, des voilà les scénarios, enfin j'ai fait quasiment beaucoup dans toutes ces gammes là. Et du coup celui-là il me tente bien et a priori les retours sont plutôt positifs pour l'instant. Donc ça me tente bien. Il y a un petit roll and write là qui me tente bien aussi, qui s'appelle Le Murmure des Feuilles, mais il est un peu passé sous les radars, j'ai l'impression. Donc est-ce que ça veut dire parce qu'il y en a trop et parce que finalement il se démarque pas, je ne sais pas. Et il y a le gros jeu, mais bon, je sais pas avec qui je pourrais y jouer parce que comme on a dit là, les gros jeux on a du mal à les sortir, mais je pense que c'est un jeu qu'il faudra essayer, c'est Ark Nova. Où on gère son zoo avec de l'engine building. Sachant que Schnin éventuellement pense l'acheter aussi, donc... Bon, bah, peut-être je le laisserai l'acheter alors. Mais voilà, celui-là, vu tous les bons retours qu'il y a, il me tente bien. Enfin, il faut l'essayer, c'est sûr. De ton côté. Alors, de mon côté... auquel j'ai pas joué, je l'ai reçu cette semaine, et j'en ai parlé aussi depuis plein de podcasts. J'ai enfin reçu La Revanche de Fuzia, l'extension pour The Loop. Donc voilà, de toute façon on en parlait déjà dans le podcast du top 2021. The Loop n'est pas mort, il va continuer. Donc moi c'est un jeu auquel je joue beaucoup avec Greg, qui est quelqu'un de notre cercle de joueurs. On a déballé l'extension hier, on était là, nouveau truc et tout. Donc ça va bien marcher. Ça, vous en entendrez sûrement parler rapidement. Pour une fois, on parlera d'une extension. On parle très rarement d'extension. On n'est pas branché extension. Moi aussi, j'en ai parlé pas mal. Ah ouais. De l'extension de White Space, on a parlé de celle de Nidavellir. J'achète encore des extensions. Res Arcana. Res Arcana. C'est pas mal déjà. Et je cite pas tous les autres que j'ai. Oui, mais tu vois, on n'en parle pas. Comme on a dit, on reparlera sûrement de Cascadia dans un focus. Sinon, les deux gros trucs là pour moi qui vont arriver, il y en a un, ça y est, je l'ai reçu. Alors moi c'est un truc que je voulais faire depuis hyper longtemps et je savais pas, j'avais essayé de l'organiser moi-même depuis le départ, mais ça me paraissait compliqué. C'était la Murder Party. Et là, avec tous les échos positifs, donc je les avais vus dès qu'ils étaient apparus, je les avais repérés, les Culinario Mortale, mais j'avais pas franchi le pas. Et puis là, il y a plein de retours positifs qui sont tombés et tout. Donc je me suis dit, bon allez, j'en prends un. Et ça, j'ai hyper hâte. Donc, par ça contre, doit être une belle expérience. Ouais, va falloir bien le faire. Hein. C'est réunir 8 personnes à un dîner qui viennent vraiment pour jouer. Et qui ont préparé un petit peu. Qui ont préparé le truc, ont reçu les persos et tout. Mais j'ai vraiment envie d'organiser ça. Comme je disais, moi, de toute façon, j'avais hésité à organiser des vrais murder parties où toi, t'es non-joueur et t'organises tout. Et puis, c'était trop de boulot. Donc là, j'ai juste hâte d'organiser ce dîner, d'envoyer les trucs aux gens, de voir comment ça se passe, et j'ai hâte de vous en parler dans un podcast, parce que ça sortira un peu des sentiers battus aussi. Donc ça, c'est un peu même si, là, je l'ai acheté, il est à la maison, même si on y joue dans 6 mois, c'est pas grave, j'ai juste hâte de le faire. Le deuxième, j'ai commandé, alors là, j'avais pas fait ça depuis des années, je pense, acheter un jeu, en gros, sans savoir s'il est bien, ou comment ça se passe. Je pense qu'il y a tu prends peu de risques. Oui, j'ai pas été non plus, j'ai pas pris beaucoup de risques, mais j'ai acheté, précommandé Terraforming Mars Ares, Expedition to Ares, donc qui est la version jeu de cartes de Terraforming Mars. Alors pourquoi je l'ai fait comme ça un peu à l'aveugle? Déjà parce que j'adore Terraforming Mars, comme tout le monde entre guillemets, mais moi je l'ai jamais acheté parce que tu l'as, Chenin là, tout le monde l'a, donc au bout d'un moment je fais tant pis, moi je l'ai pas. Et du coup là j'ai fait voilà, il y a une nouvelle version qui sort et tout, celle-là je vais l'acheter puis je l'aurai. Et puis je me suis dit tiens, en version jeu de cartes, ça peut me plaire, et puis ça sera peut-être un peu plus court que le Terraforming Mars normal, bon il paraît que non, mais bon. Et donc voilà, il est commandé, il devrait arriver dans les semaines qui viennent. Ça va être un carton, hein, c'est sûr. Donc oui, je pense qu'il va arriver dans un carton, ouais. Non, ça... moi j'ai déjà Race for the Galaxy, et on dit que c'est Race for the Galaxy parce que tu fais des actions qui font profiter les autres, dans la thématique de Terraforming Mars. Du coup, tu l'as, et du coup je l'essaierai avec toi, mais c'est sûr ça va être un grand succès. Et le dernier jeu, pareil, que j'aimerais bien essayer, mais un peu en mode quelque part Culinario Mortale, c'est l'Insondable. Celui-là, je me dis, je vais essayer vraiment de le trouver d'occasion à un prix correct pour pouvoir le prendre, le jouer, et je pense que je le revendrai sûrement derrière, parce que sinon il risque de rejoindre les jeux qui ne sortent jamais.
parce que trop compliqué à sortir, trop long et tout On en ça. a parlé des ludothèques, et du coup, de C'est vrai voir qu'on en a si on parlé. peut franchement, Ouais. sur ce type de jeu, je pense qu'on doit je voir suis si- sûre qu'on voir a si on moyen peut de le trouver louer. le louer. Mm. Parce que justement, oui, voilà, c'est Mais il faut le aussi jeu. réunir 4-5 joueurs assez gros, quoi. Mm. Et puis voilà, après, moi, les petits jeux qui vont sortir et tout, je me renseigne pas trop. C'est ça. Et puis là, je viens d'en acheter 6 d'un coup, donc de toute façon, il faut que je me calme un peu. Donc voilà, mais bon, il y a encore des choses à venir. Et puis il va falloir qu'on fasse des podcasts sur d'autres sujets que le jeu de société, parce qu'on est à 3 épisodes d'affilée sur le jeu de société. Ouais, parce qu'on a fait un bilan. Ouais, Alors parce que sur qu'il y les a autres le bilan. thématiques, on l'a pas. Ouais, on est quand même à 2 épisodes d'affilée, donc je pense qu'on reviendra rapidement avec des épisodes... Film. Cinéma avant. Oui, Oui. donc oui. Film et cinéma étant la même chose. Donc film, lecture, il y en a un qui est au programme aussi dans quelques semaines, ça viendra. D'ici là, rejoignez-nous alors sur Discord comme toujours. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si on a dit des conneries, vous venez en parler avec nous. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous au podcast, déjà parce que c'est cool, et puis parce que comme ça vous raterez pas les prochains épisodes. On est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez. Un peu de promo aussi, on est davantage présent depuis peu de temps sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et maintenant Instagram. On a un tout nouveau compte qui est alimenté fort sympathiquement par Cécile. Donc ça, rejoignez-nous là-bas, suivez-nous, ça nous fait plaisir. Et puis peut-être vous verrez passer des trucs aussi un peu en avance. Et les liens sont pareils dans la description, sur le site, un peu partout. Et je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. Non, je crois pas. À bientôt. Salut. Salut.